Les gros mollets. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Mollets. Je m'appelle Victor et je vais très bien. Comment s'appelle mon voisin? Je m'appelle Théo et je vais très bien également. C'est vrai, tu vas très bien. Très très bien, très en forme. Nous sommes un dimanche matin, Pluvieux. légèrement pluvieux, mais c'est bien pour les récoltes parce que ça faisait un petit temps qu'on n'avait plus de pluie. Nous sommes deux jeunes Tudiniens qui nous intéressons à notre région. On la met en valeur à travers des discussions avec les personnes qui la façonnent. Et pour ce faire, aujourd'hui, nous accueillons Marie-Ève Van Latem, notre ancienne bourgmestre. Bonjour Victor. Bonjour Théo. Marie-Ève. Comment vas-tu? Eh bien, je vais très bien. C'est vrai? Très bien, comme un dimanche matin. T'aimes bien les dimanches matins? J'aime bien les dimanches matins. Oui. Pourquoi? Mais parce que je trouve que d'abord on peut se lever un peu quand on veut et on a au moins l'impression qu'on va pouvoir construire sa journée comme on en a envie. C'est très joli. Marie-Ève, on s'est dit qu'on allait un peu faire le tour de ton histoire, ce que tu as envie de nous raconter aujourd'hui, et s'arrêter sur ce qui nous intéresse, nous, que ce soit par rapport à toi ou pas forcément. Du coup, commençons par le commencement. Tu viens d'où à la base? Alors, mes parents habitaient l'Auverval, qui est devenu Gerpine maintenant. Et j'ai fait mes études à l'Auverval, les maternelles, les primaires et les humanités. J'ai d'ailleurs rencontré un de mes professeurs qui m'a vraiment marqué, qui était mon professeur de 6e primaire et qui habite à Biercé. Et il s'appelle André Baillet. Et je l'ai rencontré tout à fait par hasard en organisant les Noces d'Or quand j'étais bourgmestre. Il est venu près de moi, il m'a dit « Marie-Ève, tu te souviens de moi ?» Et c'est vrai qu'il y a peu de connexion entre finalement l'Auverval et Thoin, mais j'étais très heureuse de retrouver ce professeur donc, qui enseignait à l'Auverval. Et j'ai fait mes études à l'UCL. Et puis, il a bien fallu que je m'installe quelque part. Et en cherchant une maison, j'ai trouvé une maison à Tuilly qui m'a plu directement, qui était en très mauvais état, que j'ai complètement restaurée. Et c'est comme ça que je me suis installée à Thoin. Tu as fait quoi comme études? J'ai fait une licence en philologie romane. Et puis, j'ai refait des candidatures en droit. Puis, je me suis dit qu'il était quand même temps que je m'arrête et que je commence à travailler. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas poursuivi les études de droit jusqu'au bout. Et je l'ai un peu regretté par la suite. Mais voilà, c'est la vie. Et du coup, tu t'installes en Tudinie et tu commences à travailler. Alors, j'ai commencé à travailler très vite. En fait, j'ai eu de la chance. J'ai passé un examen à Télésambre. Télésambre recrutait un journaliste. Bon, c'était pas tout à fait la filière romane, parce qu'il y en a beaucoup qui partaient dans l'enseignement, mais je n'avais pas tout à fait envie de faire l'enseignement à l'époque. Et je me suis dit, journaliste, pourquoi pas? J'ai passé cet examen et j'ai été engagée à mi-temps avec une autre. En fait, au lieu de prendre un journaliste à temps plein, ils ont pris 2 journalistes à mi-temps. Et je raconte toujours cette anecdote aux jeunes que je reçois, parce que je pense que ça peut les aider. Quand j'ai passé cet examen, j'étais naïve, hein, comme quand on sort de l'école et qu'on ne connaît rien dans le milieu du travail. Et donc, j'avais fait mon CV. Et il se fait qu'à l'époque, j'étais présidente d'un club de supporters du Sporting de Charleroi. J'étais passionnée de foot. Et j'avais mis ça dans les divers, qu'on met toujours dans le fond du CV. Et mon examen, mon entretien s'est passé que là-dessus, pratiquement. Donc, ce qui les a intéressés, ce qu'ils ont pointé, c'était que j'étais présidente ou vice-présidente, d'ailleurs, je ne me souviens plus bien, de ce club de supporters, ce que je pensais qu'en fait n'avait pas beaucoup d'intérêt. C'est ce qui les a intéressés, on a discuté de ça, et je pense que c'est sur la base de cette discussion qui m'ont engagée. Et donc, je le raconte souvent aux jeunes qui cherchent du boulot, parce que je leur dis, c'est une personnalité souvent qu'on engage, ce ne sont pas que des compétences. Et donc, je leur conseille toujours de mettre sur leur CV ces choses qui les passionnent, qu'ils font en dehors de l'activité professionnelle ou estudiantine. Quand il t'engage, ça veut dire que tu as été directement axé sur le sport ou tu faisais un peu de tout? Ah non, parce qu'en fait, on était donc 2 journalistes à mi-temps, ce qui faisait donc un temps plein. Il y avait un réalisateur et 2-3 techniciens, nous étions une toute petite équipe. Et très vite, on nous a demandé de lancer un journal quotidien. Aujourd'hui, quand on voit le journal de Télésambre, ça semble normal à tout le monde. Mais c'est à 2, avec les techniciens qui étaient là, on a lancé un journal, ce qui à l'époque, ne nous paraissait pas insurmontable, mais qui était quand même un challenge incroyable. Et on faisait ça en alternance. Je présentais une semaine et ma collègue Isabelle Salès, qui travaille toujours à la RTBF aujourd'hui, faisait l'autre semaine et on faisait nos reportages sur la journée, 2-3 reportages, certains parfois qui duraient 4 minutes, parce qu'évidemment, comment meubler un journal d'une demi-heure quand on est que 2 pour faire les sujets.
Et c'est comme ça qu'on a lancé le journal télévisé. Et je me souviens que quand on téléphonait pour faire des interviews, on essayait d'avoir évidemment des personnes qui voulaient bien venir. On devait expliquer ce que c'était Télésambre. Et c'était une ASBL. Et on nous obligeait à dire ici Théâc Télésambre, l'ASBL de formation permanente. Mais avant qu'on arrive au bout, les gens avaient déjà raccroché ou s'étaient déjà enfouis. Et donc, voilà, on a donné de la crédibilité à cette chaîne, à cette petite chaîne, avec l'ensemble des journalistes, d'ailleurs, de tous les médias Carolo, qui nous ont regardé arriver avec curiosité, intérêt, parfois avec peu d'attention, mais d'autres nous ont beaucoup aidés. Et on nous appelait toujours les filles de Télésambre. Et donc, c'était quand on faisait des petits repas, ou bien quand on allait boire un verre, c'était toujours voilà, les filles de Télésambre. Et il y avait une très très bonne ambiance dans la presse Carolo à l'époque. On était tout un groupe, on s'entendait très très bien. Excellent. On est dans quelles années là, plus ou moins? Là, on est 86-89. Ok, d'accord. Oui, donc Télésambre, à ce moment-là, c'était une ASBL. Ça a été fusionné, enfin, ça a été absorbé par la RTBF. C'est-à-dire qu'elle existait déjà, mais c'était plus une chaîne d'animation socioculturelle. Ils faisaient de l'animation. Et franchement, moi, c'était pas ça que je voulais faire. Je voulais plutôt faire de l'info, de l'actu. Donc, ça collait bien à mon projet. Donc, mais ils existaient déjà. Ils faisaient des jeux avec les écoles, des jeux télévisés. Ils faisaient de temps en temps des émissions avec des artistes. Donc, la chaîne existait, mais elle n'existait pas en tant que chaîne d'information. Et au niveau de l'information locale, à ce moment-là, sur la télé, il y avait déjà... c'était quoi l'état du paysage Il y avait la RTB qui faisait une émission qui s'appelait Ce Soir, je crois. Et c'était de l'actu plus locale, mais plus locale au niveau de toute la communauté française. Donc il y avait de temps en temps un sujet sur Charleroi, mais c'est pas que. Tandis que nous, ça nous permettait de donner une visibilité à tout qui faisait quelque chose sur le grand Charleroi. Donc ça a été très bien accueilli, surtout par tout le monde associatif et le monde culturel. Et puis, oui, comme j'aimais bien le sport, mais moi j'ai développé le sport, il y en a une autre qui a développé autre chose. Parce qu'après, on est vite devenus 3 journalistes, 4, 5, je ne sais pas combien ils sont maintenant, mais il en a fait quelques dizaines. Ouais, parce que tenir un JT à 2 journalistes, mais c'est quand même un truc de fou. Mais quoi. On en rigole parce qu'on a gardé quelques rushs, et donc il y a par exemple un moment, je regardais ça justement avec Isabelle Salès, mon ancienne collègue, et on se passait la parole, on présentait à 2 au départ, parce qu'on avait peur en fait, on était stressés, donc on n'avait jamais fait ça, ni elle ni moi, donc on présentait déjà à 2, on n'était déjà que 2, et on présentait à 2, et alors on se passait la parole en disant une enquête d'Isabelle Salès, ou bien me passer la parole, une enquête de Marie-Ève Van Latten, mais c'était vraiment, ça n'avait rien d'une enquête, c'était, voilà, on avait fait avec les bouts de ficelle qu'on avait, mais je pense qu'on avait peur de rien, qu'on avançait, on ne se rendait pas compte. Et ça ne devait pas être si mauvais puisqu'on a continué et ça a progressé. Tu en gardes un bon souvenir maintenant, mais est-ce qu'à l'époque, quand tu le vivais, c'était pas un peu beaucoup de travail et une charge Mais si, on râlait tout le temps parce que on était engagés à mi-temps. Et donc, on faisait un double temps plein toutes les 2, parce qu'à mi-temps, c'était pas possible. Le temps d'aller tourner, de prendre les contacts, d'aller tourner, de regarder, reprendre tous les rushs, de monter. Et puis, rien qu'un sujet, ça prenait vraiment beaucoup de temps. Donc, on travaillait un week-end sur 2. Si, je trouvais que c'était énorme, mais bon, j'aimais bien. Et voilà, je n'envisageais pas d'arrêter ça, en tout cas pas tout de suite. Ça t'a permis d'être la première femme à commenter un match de foot en live? Oui, à l'époque, il y avait Cécile Gonfroy qui travaillait à la RTB, mais qui travaillait plutôt dans la réalisation sur le foot, essentiellement sur le foot. Et il y avait Marie-France Muchant à RTL qui a dû faire ça, on a dû démarrer pratiquement en même temps. Je trouvais que Télésambre devait être très proche de ces clubs de foot. Et le club de foot à l'époque, même si j'ai beaucoup d'amis à l'Olympique, mais le club de foot à l'époque, c'était le Sporting de Charleroi. Et donc, je pense que pour eux, c'était aussi une très belle vitrine. Le Sporting nous a très bien accueillis, mais parce que ça a donné de la diffusion aussi aux exploits, ou pas d'ailleurs, du Sporting. Mais oui, c'était quelque chose que j'aimais bien. Donc, j'allais au stade et on avait un car déjà à l'époque qui enregistrait, on ne diffusait pas en direct, mais qui permettait de faire le match en direct. Et surtout, après, on a fait une émission un peu Café du Commerce, comme ils font maintenant, avec des personnalités qui venaient et qui commentaient le match. On a eu Eddy Merckx, on a eu des tas de gens, pas que des sportifs d'ailleurs, qui sont venus. Et c'était vraiment l'émission comme j'avais envie de la faire. Et je me souviens très bien que Michel Lecomte, à l'époque, qui était directeur des sports à la RTB,
était venu plusieurs fois et regardait ce qu'on faisait. Et il m'avait dit, mais c'est vraiment un bon format, ça, cette espèce de côté café du commerce où les gens viennent, ils prennent un verre, ils discutent, ils repartent. Et on faisait ça dans les loges du Sporting à l'époque. Et c'était vraiment un très beau moment. J'ai beaucoup aimé cette saison-là. Plein d'innovations chez Télésambre. Notamment, j'ai entendu parler d'un certain aquarium. Ça, c'était génial, en fait. Ça, c'était pas mon idée, mais c'est le directeur qui avait trouvé ça. En fait, c'est d'ailleurs nous qui avons commencé par faire une diffusion en boucle. Donc, on faisait un journal d'une demi-heure, mais au départ, 25 minutes. Au départ, on faisait ça et c'était la seule diffusion qu'il y avait sur la journée. Donc, si vous ouvriez Télésambre entre 6h et 6h30, c'était bien. Mais tout le reste de la journée, il n'y avait rien. Et quoi, c'était la neige, quoi sur la télé. C'était la mire, non? C'est pas une mire. La mire, c'est quoi? C'est le Tu truc vois, avec la toutes mire. les couleurs, là? Oui, c'est ça. Pas les barres couleurs, mais il y avait une mire. Je pense que c'était ça, je pense. Mais il a eu l'idée, lui, de faire une multidiffusion. Donc, le journal recommençait 13 fois, je crois, si je me souviens bien. Et nous, on rigolait parce que sur le moment, c'était juste fou de repasser 13 fois la même émission. On avait peur d'être ridicule. On s'est dit, mais les gens vont se moquer de nous. Mais commercialement, c'était génial. Les pubs repassaient 13 fois. Et ça donnait évidemment beaucoup plus de visibilité à la chaîne. Ça a été repris d'ailleurs. Maintenant, on rediffuse pas mal de trucs. Et ça, c'était Monsieur Agon. C'était lui, notre directeur. Et c'est lui qui avait eu cette idée-là. Et par contre, ça commençait à 18h jusqu'à, je crois que c'était minuit, 1h du matin. Et pendant le reste du temps, il trouvait que c'était sympa de mettre une image que les gens pouvaient allumer chez eux. Et il avait eu en prêt un aquarium chez Paulus qui est à la Mimerie à Marcinelle, qui avait mis en dépôt un aquarium et il y avait une caméra qui était branchée sur cet aquarium. Et donc, quand vous allumiez la télé sur Télésambre, eh bien, vous pouviez regarder les poissons. En live? En live. Ouais, je trouve que C'est excellent. L'idée est géniale. Ouais. L'idée est géniale. Et j'avais vu une émission à l'époque, mais même plus tard, parce qu'au début, je trouvais ça quand même un peu bizarre. On expliquait qu'il y a des gens qui soignent, il y a des thérapeutes qui soignent en faisant regarder aux patients les poissons. On soigne des maux de dents, on fait toutes sortes de choses. Et en fait, quand on le fait, c'est très apaisant. Hein. Très apaisant. Et ça bouge. Donc, non, l'idée était géniale. Ouais, c'est précurseur de toutes ces chaînes qu'on voit où tu as un feu de cheminée à la télé, ou même encore maintenant, il y a des chaînes où tu peux regarder un aquarium toute la journée. C'était une bonne idée. Ouais, mais je trouve que c'est ça qui est vraiment super dans ces petites chaînes, c'est que tout est permis. Et parfois, je les trouve vraiment trop sages et trop classiques. On a une tendance, pour être crédible, à imiter les grandes chaînes, à faire les JT un peu comme les grands, pour démontrer que ce qu'on fait, c'est professionnel. Mais en fait, il y a une liberté totale. Du moment que vous restez dans les clous, évidemment, de ce qui est acceptable et correct, on peut vraiment se lâcher sur des idées plus expérimentales, et ça, c'est vraiment bien. Mais moi, mon point de vue là-dessus, après, je dis pas du tout que c'est une vérité, hein, mais j'ai l'impression que aujourd'hui, il y a tellement une surcharge qu'il y a moins la place pour ça par rapport à tu vois, à il y a 30 ans. Oui, mais c'est quand même souvent la même chose. Je trouve que quand on est créatif, et quand on a la chance de ne pas avoir de contraintes, ou en tout cas d'en avoir très peu, il faut en profiter. Et on voit tellement toujours la même chose, ou le même genre d'émission. Celui qui fait un truc un peu différent, je pense qu'il accroche aussi. Finalement, quand il n'y a qu'une chaîne de télé, vous pouvez regarder que celle-là. Plus il y en a, plus je trouve que ça doit susciter la créativité, l'innovation. Ok. Donc, ça, c'est pour Télésambre. Ça, c'est pour Télésambre. De là, tu pars vers une autre chaîne de télévision. Là, il y a un des deux journalistes qui couvrait le Hainaut pour RTL qui s'en va. Et RTL m'appelle et me dit, est-ce que ça te dit de le remplacer? J'avais fait 3 ans à Télésambre. Quand on est dans la région, justement, tout le temps sur le même territoire, on refait quand même souvent les mêmes sujets, on retrouve les mêmes personnes. Et justement, je trouvais qu'il ne faut pas s'endormir, c'est dommage. Et donc, c'était l'occasion de faire autre chose. Je me suis dit, oui, pourquoi pas. Et donc, j'ai travaillé pour le journal télévisé d'RTL pendant 4 ans. Là, je couvrais tout ce qui était actu sur le Hainaut. Bon, alors, je faisais toute la Belgique quand c'était les week-ends et quand c'était les vacances, hein, il manquait de gens. Mais sinon, je faisais essentiellement le Hainaut. Ça, c'était différent. On faisait équipe avec un caméraman que j'aimais beaucoup. Et donc, c'était très intéressant parce que quand vous faites de la télé, vous êtes 2
pour faire le 3 quand on avait un preneur de son, mais vous arrivez sur un événement, vous le voyez d'une certaine façon, comme journaliste, vous allez vous poser des questions, vous interviewez les gens, et le caméraman, pendant ce temps-là, il regarde, et il capte des tas de choses que vous, comme journaliste, vous n'avez pas nécessairement vues. Et donc, c'était vraiment très intéressant, j'avais un chouette caméraman, et qui s'appelait Didier Clip, d'ailleurs, que je n'ai plus jamais revu depuis, mais qui était vraiment un très grand professionnel. Donc, j'ai fait ça pendant 4 ans, et c'était RTL, donc c'était quand même très faits divers. J'ai passé beaucoup de temps sur les faits divers, donc ça, j'aimais un peu moins. Et c'était aussi très prenant, parce que comme je couvrais tout le Hainaut, s'il y avait un incendie pendant la nuit à Moucron, on me téléphonait, il fallait que je parte, j'avais 2 petits-enfants, c'était pas toujours facile. Mais ça restait un environnement passionnant. RTL venait de quitter le Luxembourg, s'était installé à Bruxelles. Ils avaient une vraie volonté de développer l'info locale, alors plus finalement que la RTB, en tout cas avec par le prisme des citoyens. Il fallait toujours qu'on voit les gens, qu'on entende les gens, qu'on soit proche d'eux. Donc c'était une autre façon d'approcher l'actu et l'info, mais c'était prenant. RTL n'avait pas beaucoup de moyens, et donc j'en ai fait beaucoup des kilomètres là. Je partais de Charleroi. Si le sujet était n'importe où en Hainaut, j'allais sur place pour faire le reportage. Je remontais à Bruxelles pour monter, parce que tous les bancs de montage étaient à Bruxelles, à l'avenue Roosevelt. Et donc, je repartais l'après-midi, ça c'était pour le Trésor, je repartais l'après-midi, je retournais un sujet de nouveau, je revenais en Hainaut, je retournais un sujet, je remontais à Bruxelles, je le remontais, il devait être prêt pour le journal de 19h. Et donc je rentrais, il était quand même 20h, et voilà, j'avais passé des journées passionnantes. Et faire les voix off et tout ça en plus. Oui, tout, on faisait tout. Oh là 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 là. Mais quelle belle école. Ouais. Quelle belle école. Et là, on pouvait être créatif, mais un peu moins, on était plus dans un moule. C'est pour ça que je ressens très fort cette possibilité que peuvent avoir les gens qui travaillent dans des petites structures. Comme vous, par exemple. C'est pareil, vous faites ce que vous voulez. Vous n'avez que les lignes que vous mettez vous-même, et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Ça permet de développer plein de chouettes trucs. Mais voilà, RTL, c'était lourd, passionnant, mais lourd. Et ta relation avec l'entité de Toin pendant cette période-là, en tant que journaliste, est-ce que il y avait un truc qui se passait dans ta tête quand tu devais couvrir une info ici, étant donné que tu y habitais, ou comment ça se passait ? Alors, je n'y habitais pas encore, parce que j'ai habité Charleroi quand j'ai fini mes études et que j'ai commencé à travailler. J'ai habité Charleroi, à la rue du Collège, pendant 5-6 ans. Et donc, j'ai quitté le journalisme en 93 et j'ai acheté à Toin en 91. Donc, ça s'est pas beaucoup chevauché. Du coup, Toin, c'était ailleurs pour toi Toin, c'était ailleurs. Et j'ai découvert Toin grâce à Chantal Liégeois et Pascal Wautier, je ne sais pas si vous les connaissez, qui étaient dans ma classe à l'école, à Loverval. Elles étaient internes à Loverval. Et on devait toujours faire des présentations, des élocutions, comme on disait. Et elles ont fait une élocution sur Toin. Et je me souviens très bien du beffroi, ça m'avait frappé dans les images qu'elles avaient montrées. Mais je pensais que c'était loin. Je ne me rendais pas compte que c'était si près. Donc à l'époque, j'avais 12-13 ans, je ne sais pas. Et je me disais, mais cette ville, c'est vraiment magnifique. Elles ont de la chance d'habiter là. Donc, mais je ne connaissais pas, non, et je n'y étais jamais venue. Par contre, quand j'ai acheté à Tuilly, j'ai acheté en 91 et on a vécu dans la maison à partir de 92. À l'époque, j'étais à RTL et j'avais une petite polo lettrée RTL. Et donc, je ne me rendais pas compte, moi, c'était ma voiture, donc je rentrais dedans tout le temps. Et à Charleroi, on passe un peu inaperçu, mais à Tuilly, dans le village, ça n'est pas passé inaperçu. Et je ne me rendais pas compte. Et un dimanche matin, je secoue la nappe après le déjeuner. Et il y a une dame qui se promène, elle passe, elle s'arrête, et elle me dit « Bonjour, madame. » Bonjour. « Madame n'est pas là ?» Je dis « Non, je ne comprends pas tout de suite ce qu'elle me veut, mais en fait, elle pensait que je faisais le ménage, quoi, dans la maison. Et donc, je dis « Non, madame n'est pas là. » Elle travaille vraiment à RTL ? Oui, elle travaille vraiment à RTL. Et elle habite ici. Oui. Et elle va mettre ses enfants à l'école ici ? Oui. Je dis, oui, je crois qu'elle va mettre ses enfants à l'école ici. Ah ben ça alors, qu'elle me dit. Et elle est repartie, la dame. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'était comme si on vivait dans un autre monde, quoi. Mais moi, de l'intérieur, je ne le ressentais pas du tout, bien entendu. Et je me suis dit, mais les gens de Tuilly qui m'ont vu arriver, ils ont vraiment dû se dire, mais d'où elle vient, celle-là ? En ovni, quoi. Ouais. Du coup, tu arrives à Tuilly. Comment ça se passe les premières années ici, avec les gens, avec ton environnement ? Mais ça se passe assez bien.
parce que mes enfants sont allés à l'école à Tuilly. Je ne mesurais pas d'ailleurs, là je les ai mis par facilité, c'était à 300 mètres de la maison. Mais quand on veut s'intégrer dans un village, je pense qu'on met ses enfants à l'école. C'est très important parce que, d'abord c'est important pour moi parce que je connaissais les parents, les enseignants. J'étais très vite présidente du comité des parents, donc je me suis impliquée dans l'école. Mais pour eux aussi, parce que dans un petit village comme ça, tous les enfants qui ont le même âge, ils sont dans la même classe. Ouais. Et donc, ils ont grandi. Mon fils, aujourd'hui, a des copains très, très proches, vraiment ses amis. C'est ceux qui étaient à l'école, avec lui, à l'école primaire de Tuilly. Donc, c'est vraiment pour faire son trou et faire son réseau social quand on est petit. C'est vraiment très important. Donc, on m'avait dit, dans Tuilly, on ne sait pas s'intégrer, tous ces gens qui viennent de l'extérieur. Oui, on m'a sans doute regardé comme ça quand je suis arrivée, mais j'ai noué des contacts qui sont devenus très proches, d'ailleurs maintenant, 30 ans après, avec tous les anciens du village que j'aime beaucoup et on s'apprécie énormément. Ouais. Ok. Et c'est de là que tu es partie en politique alors ou... Non, professionnellement, comment ça se passe Eh bien, j'ai fait 4 ans à RTL et un jour, le bourgmestre de Charleroi est venu me voir. On avait des contacts, évidemment. J'ai rencontré des tonnes de gens de tous bords. Et il m'a dit, voilà, je cherche un attaché de presse. Est-ce que tu veux pas venir travailler avec nous ? Moi, à l'époque, mes valeurs étaient des valeurs progressistes de toujours, mais je n'étais pas du tout inscrite dans quelque parti que ce soit. C'était Vanco ? C'était Vanco. Ouais. Et donc, j'ai réfléchi un peu. La vie que j'avais à RTL avec mes 2 petits-enfants, c'était quand même compliqué. Hein. Et il m'a dit quelque chose qui m'a perturbée. Il m'a dit, tu sais, journaliste, c'est bien, mais vous êtes toujours au balcon à critiquer ce que tout le monde fait. Et maintenant, il est peut-être temps que tu mettes tes mains dans le cambouis. Et donc, je me suis dit que c'était pas faux, en fait. Hein. Cette position de spectateur est très confortable. Mais être passé par l'action, je trouvais que ça avait du sens. Et donc, j'ai accepté. Et je suis entrée à la ville de Charleroi en 93, comme attachée de presse à l'époque. Et puis, je ne suis pas restée très longtemps, parce qu'après, il est devenu ministre. Et donc, il a souhaité que je l'accompagne au gouvernement wallon. Et lui, il a arrêté en 2005, je crois. Mais moi, j'ai fait 22 ans au gouvernement wallon. J'ai travaillé pour 5 ministres différents. Et voilà, donc c'est comme ça que je suis entrée en politique. Mais je me souviens très bien même que je lui avais dit, moi je veux bien travailler pour vous, mais je ne prends pas de carte de parti. Et il m'a dit, mais tu fais comme tu veux, il n'y a vraiment aucun problème. Et donc c'est un peu plus tard que j'ai fait le pas et que je me suis inscrite au Parti Socialiste, qui correspondait à mes valeurs, mais je n'étais pas vraiment politisée. Je venais d'une famille très catholique. Voilà, je n'avais pas de culture politique particulière. Mais donc, comme je travaillais au gouvernement, Philippe Blanchard, c'est comme ça que c'est arrivé. Un jour, Philippe Blanchard, que je connaissais, me téléphone et me dit, est-ce que je peux te voir ? Certainement. Et donc, on s'est vus. Et il m'a dit, voilà, on est en train de monter vraiment un beau projet socialiste sur Thoin, mais on manque de femmes. Il y avait bien entendu des femmes qui étaient déjà très actives, mais il voulait donner un nouveau visage, faire une nouvelle équipe, je pense, en tout cas un peu rajeunie. Et donc, il m'a dit, est-ce que tu veux bien rencontrer Paul Furlan, que je ne connaissais pas du tout. Oui, je veux bien rencontrer Paul Furlan. Et donc, on s'est vu à l'abbaye d'Aune, dans ce petit resto qui s'appelle La Guinguette maintenant. Et ils m'ont expliqué leur projet. Et je me rendais... C'était un beau projet. Ils étaient une petite équipe, ils n'étaient pas assez. Je me rendais bien compte qu'ils n'étaient pas assez. Moi, j'étais engagée dans la politique, même si je n'étais pas en première ligne d'ailleurs, hein, dans une fonction de conseil que j'aimais beaucoup. Et je me suis dit, mais oui, je vais les aider. Ok, on y va. Et donc, on a démarré à 3, plus tous les autres, il n'y avait pas que nous 3, mais... Et je pense que c'est ce qui a écrit la belle histoire qui a suivi. C'est comme ça que je suis entrée en politique. C'était quoi la situation politique de la ville de Thoin à ce moment-là ? À ce moment-là, c'était Daniel Ducarme qui était bourgmestre. Et il dirigeait la ville avec le CDH, à l'époque, qu'on appelait encore, je pense, le PSC. Ouais. Donc les chrétiens. Mmh. Et il y a eu un peu avant les élections, il y a eu une brise-brouille entre eux et ils ont sorti le CDA, le PSC, et ils ont fait une alliance avec le Parti Socialiste. Et Paul Furlan est devenu échevin.
Donc ça, c'était un ou 2 ans avant les élections de 2000. Qui sont les élections où le Parti socialiste, avec le MR d'ailleurs, s'est imposé. Donc à l'époque, c'était MR, CDH, puis dont ils se sont séparés. Ils ont fait monter Paul Furlan dans le collège Échevinal. Paul a été échevin 1 ou 2 ans, et puis sont arrivées les élections de 2000, où là, on était dans un contexte tout à fait particulier. Ils avaient donc prévu de faire une liste commune, MR et PS. Ce qu'ils ne m'avaient d'ailleurs pas dit quand je les ai vus. Il vaut cette anecdote qu'un jour, je rencontre quelqu'un un peu avant les élections, 6-7 mois avant, et qui me dit « Alors, tu es sur la liste de Daniel Ducarme ?» Je dis « Non, je ne suis pas sur la liste de Daniel Ducarme. » Si. Mais non, moi, je suis sur la liste de Paul et Philippe, et la personne me dit « Mais c'est la même. » Mais donc, je sonne à Philippe Blanchard, je dis « Mais tu ne m'as pas dit ça, qu'on était sur la liste avec Daniel Ducarme. » Donc, c'était prévu comme ça. C'était une liste commune. Et quelques mois avant les élections, peut-être 6 mois, mais pas 1 an, mais au début de l'hiver, je crois, Daniel Ducarme a décidé de ne pas se présenter. À l'époque, il avait d'autres fonctions politiques, je me demande si il n'était pas ministre ou président de parti, je ne sais plus exactement. Et donc, il a décidé, pour des tas de raisons que je ne connais pas, de ne pas se présenter. Et donc, la liste, c'était Daniel Ducarme, sans doute un libéral, et puis Paul Furlan, Philippe, et puis donc on alternait. Mais là, Daniel Ducarme s'en allait. Qui allait prendre la tête de liste? Et Daniel Ducarme a souhaité que ce soit Paul Furlan qui prenne la tête de liste. Donc ça devient 2 PS, en fait, 1 et 2. Oui, ouais. Alors qu'il aurait pu désigner un libéral. Pourquoi il n'a pas fait ça? Franchement, moi, je ne peux pas l'expliquer à sa place. À l'époque, je ne connaissais pas bien. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. Et donc, Paul s'est retrouvé tête de liste. Alors, la deuxième, c'était Béatrice Monceux, puis c'était Philippe Drault, et puis Philippe Blanchard, et puis moi. Et puis, il y avait Martin Jeanmart aussi derrière. Après, je ne me souviens plus de toute la liste. Et c'est comme ça que Paul Furlan a obtenu le majorat. On a fait vraiment un tabac à cette élection-là, encore plus la fois d'après d'ailleurs. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée, non seulement conseillère communale, mais j'ai siégé directement comme échevin. J'avais fait un beau score. Et donc, c'est comme ça que le trio avec Paul, Philippe et moi s'est lancé. Donc, ça a pas été un gros renversement de situation directe non plus, quoi, en fait. Non. Je pense qu'ils étaient relativement proches. Daniel Ducarme, il avait des points communs avec Paul Furlan. C'était quelqu'un de très convivial, et je pense qu'ils ont dû... Il y a quelque chose qui a dû se passer entre eux, que je ne veux pas parler à leur place, malheureusement, ils ne sont plus là. Mais c'est ça qui a été un peu spécial, c'est qu'ils donnent la tête de liste à Paul. C'était pas dans l'ordre des choses, quoi. Mais non, je ne pense pas qu'il y ait eu un bouleversement. Il y a eu un changement de génération. Ça, je pense. Parce voilà, moi, à l'époque, j'avais pas 40 ans, Paul non plus, Philippe non plus. On était tous les 3 sur 3 ans. On avait le même âge, quoi. Et donc, ça a fait surtout un changement de génération. Mais je pense aussi que Paul et Philippe étaient très bien intégrés dans la population tudinienne. Déjà, on les connaissait, ils étaient très présents. Et donc, non, on les connaissait, et donc ils se sont installés assez facilement. Il y avait un espèce d'enthousiasme à ce moment-là. On sentait qu'on était porté par la population. Ça s'est bien passé, la collaboration avec le MR? Très bien. Alors, donc, à l'époque, quand on a installé le nouveau collège, il y avait Philippe, Paul et moi. Et au MR, il y avait Béatrice Monceux, Joël Mulatin, Madame Genot et Denis Ducarme. Ça s'est moins bien passé. Donc, ça se passait très bien avec le MR en général. Avec Denis Ducarme, ça a été très compliqué, Oui, c'était difficile. Et donc, il n'est pas resté longtemps, en fait. Il est resté, je ne sais plus dire combien de temps, mais une bonne année peut-être. Et puis, voilà, il est parti. Je pense que la situation est devenue plus sereine par la suite. Et là, on s'entendait très très bien. Oui, je suis encore très proche et de Béatrice et de Joël Mulatin, qui m'a beaucoup aidé aussi quand je suis arrivée comme échevin. Quand on débarque et qu'on ne connaît pas, c'est pas facile. Oui, parce que toi, t'es devenue échevine directe. Directement. Ouais. Directement. Du tourisme. Du tourisme et des quartiers. Ah ouais. Donc j'ai demandé cette compétence-là. Parce que ça correspondait bien à ce que je voulais faire comme type de politique. Quand on a fait la majorité, j'ai dit, moi je voudrais les quartiers. Ils m'ont tous regardé, ils pensaient que je voulais un espèce d'échevinat des ASBL, je crois, des assos. Mais ce n'était pas ça que je voulais faire. J'avais été marquée pendant la campagne par le fait que les citoyens, dans toutes les rencontres qu'on faisait, disaient toujours aux autres, qui étaient avec moi, qui étaient des plus anciens, on ne vous voit jamais qu'au moment des élections.
Et je trouvais que ça me choquait chaque fois. Je me disais, mais comment ça se fait qu'on ne les voit jamais qu'au moment des élections? Et donc, je voulais vraiment travailler une proximité avec le citoyen. Et j'avais vu, à Charleroi, on avait commencé à faire une politique de quartier, un peu différente, mais c'était l'esprit. Et donc, j'ai expliqué à Paul, je lui ai dit, écoute, voilà, je voudrais vraiment découper la ville en quartiers, faire désigner des représentants de quartier, faire un conseil des quartiers. Et c'était l'époque aussi de Porto Alegre, vous n'avez sans doute pas connu, parce que j'étais à peine née, mais c'était le moment où on s'ouvrait très fort à la participation citoyenne. Et donc, il fallait faire des budgets participatifs, toutes ces choses, donner des conseils de participation qu'on fait d'ailleurs maintenant. Et je voulais faire un budget participatif. Je voulais que le citoyen puisse décider d'une partie du budget qu'on affectait à des projets qui leur tenaient à cœur. Donc, je savais exactement ce que je voulais faire. Et je lui ai expliqué ça. Il m'a dit, oui, pourquoi pas. Et donc, on a lancé la politique des quartiers à ce moment-là. On avait divisé la ville en 18 quartiers, avec Anne Jean-Marc, Poppy Jean-Marc, qui travaillait là-dessus avec moi. Pas la seule d'ailleurs, Magali Dieu, il y en a eu d'autres. Et on a divisé la ville en 18 quartiers et on a commencé à faire des réunions, une par an dans chaque quartier, tout le collège. C'était mangeur de temps, mais c'est vraiment la façon dont moi je trouve qu'il faut faire de la politique. On a rencontré tout le monde. Il n'y a pas un problème dans les quartiers qu'on ne connaissait pas. Je ne dis pas qu'on pouvait les régler pour ça, mais enfin, ça nous a permis de bien connaître, vraiment bien ratisser tout le territoire. Ça a permis de faire émerger des citoyens qui se sont vraiment beaucoup investis dans leur quartier. Et ça a permis de faire aboutir des tas de petits projets, comme la plaine de jeux, qui n'est pas loin d'ici, à l'avenue de Rany. Enfin, il y en a des centaines, hein, le kiosque à Bercé, le kiosque à la rue du Chêne, au Berceau. Enfin, on a fait émerger des tas de projets. Et ça nous a permis aussi de développer les maisons de village. Donc ça, c'était vraiment un projet auquel j'ai consacré beaucoup d'énergie. Je trouvais que c'est le rôle de la ville de rénover, d'aménager, d'investir dans des bâtiments corrects, pas des palais, hein, mais pour que les citoyens, avec un accès libre aux citoyens, relativement libre, pour favoriser justement le lien social, en fait. Le cours du long, c'est ça, c'est le lien social. C'est comme ça qu'on a fait lancer les apéros tudiniens avec Alexis Phronistas. Hein. C'était lui qui avait l'idée, mais je trouvais que c'était vraiment génial comme idée. Il n'y a plus de petits cafés dans la plupart des villages. Et avant, on se retrouvait où? Dans le petit café ou à la Ducasse. Mais il y a des endroits où il n'y en a plus. Et donc, tout ça a contribué à essayer de créer du lien social. C'était vraiment quelque chose que je voulais faire, que j'ai toujours voulu faire. Et que je trouve encore aujourd'hui tout à fait essentiel. Ça, c'était les quartiers. Et alors le tourisme en parallèle? Alors le tourisme, ça c'était plus dans ma lignée communication, image. Donc je trouvais que la ville de Thoin n'était pas assez connue. Je trouvais que c'était un axe de développement économique essentiel pour la ville, pour faire vivre les cafés, les commerces. Et puis en termes d'image, en termes de rayonnement, je trouve qu'il fallait positionner la ville de Thoin sur la carte touristique. Quand je suis arrivée, il y avait deux personnes qui travaillaient à l'Office du tourisme, hein, Karine de Wilde et Sandrine Maquet, qui est à la ville maintenant. Et aujourd'hui, ils sont 7-8, donc on a vraiment bien développé ça. On a essayé de créer essentiellement, d'amener les touristes. Joël Mulatin me disait, il me disait, quand je suis devenue échevine du tourisme, il m'a dit, bon courage, hein, parce que moi j'ai connu le temps où quand un car arrivait sur la place du Chapitre, dans les cafés on fermait les tentures. Alors je me disais, mais c'est pas possible, il exagère. Mais d'autres me l'ont raconté, donc c'était vrai, on voulait pas voir de touristes ici. Thoin peut vivre à un certain moment très renfermé, hein, sur lui-même. Et on a lutté contre ça, on a fait venir vraiment énormément de gens, énormément de cars, et on a eu la chance ou l'opportunité, on s'est inscrit dans un programme européen qui s'appelait Eurafis à l'époque, qui nous a apporté pas mal de moyens, et qui nous a permis de faire, par exemple, l'inauguration du Beffroi, qui est un spectacle, je pense, dont les Tudiniens se souviennent, l'inauguration des jardins suspendus, avec le funambule qui passait sur son fil là, dans le jardin. J'ai quelques bribes magnifique. De ça dans mes souvenirs, moi. Ouais. C'est quoi? C'est vers 2005, 2000 Oui, c'était avant 2006. C'était ma première mandature, donc c'était avant 2006, je pense. Il est passé au-dessus ici. Hein. C'était fantastique. Il y a des vidéos, on a fait des cassettes avec ça. On a fait des médiévales où on avait installé un camp médiéval dans les jardins de l'hôtel de ville et dans toute la grande rue avec un gars, je me souviens très bien, il avait un troupeau d'oies, donc il était habillé d'époque, il avait un troupeau d'oies et un chien. Ces oies étaient en liberté, le chien courait à gauche et droite, renvoyait les oies, il se promenait dans toute la grande rue avec ses oies derrière lui, c'était des images fantastiques, on l'a fait après à l'abbaye d'Aune. Donc
on a à la fois créé des événements pour de nouveau donner de la crédibilité au fait que Tours était une vraie ville touristique où il se passait plein de choses. Et on a en même temps fait beaucoup de communication pour essayer de ramener des gens qui venaient de l'extérieur. Et je me suis aussi beaucoup appuyée sur des gens, les Tudiniens, qui avaient des projets, parce qu'en fait, la ville, elle doit accompagner. C'est difficile pour nous de monter des choses, chaque fois de monter les projets nous-mêmes, mais accompagner les gens qui ont des beaux projets. Et il y avait entre autres... Geneviève et Joseph Michaud qui faisaient leur péniche sur l'eau de Noël. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la péniche de Noël, qui marchait super bien, tout seul. Hein, ils se débrouillaient vraiment. Et là, ça nous a donné l'idée de faire un marché de Noël sur l'eau, par exemple. Incroyable. Et donc là, on est allé chercher des péniches en plus. Ils nous ont beaucoup aidés, l'émission, on a travaillé avec eux. Et on a fait un marché de Noël sur l'eau qui a cartonné. Le problème, c'est que... ça s'est essoufflé, je crois, un peu. Enfin, moi, j'ai fait ça que 12 ans, le tourisme. Hein. J'ai arrêté en 2012. Ça s'est un peu essoufflé. Après, il faudrait vraiment que ça redémarre. Je suis sûre que ça va... Ils vont redémarrer. Évidemment, ça fatigue un peu et ça repart. Mais c'est essentiel en termes de développement économique. Vraiment, le tourisme, c'est quelque chose d'essentiel. On a fait aussi le musée de la batellerie. Là, c'est tout au début que j'étais échevine. Et je me suis trouvée en face de tous ces bateliers qui voulaient tous mettre toute leur collection dans ce bateau qui est quand même pas grand, le Tudo. Et je me disais, mais comment je vais faire ? Parce que c'est difficile de dire non à quelqu'un qui vient avec toute sa vie et qui vous la débarque sur la table en disant ça c'est important. Et donc là, j'ai travaillé avec un scénographe qui a fait ce travail en fait, qui leur a dit, lui, très gentiment, écoutez, ça n'ira pas, on va mettre plutôt ça. Et j'ai découvert ce monde fabuleux de la batellerie, qui je trouve qui devrait encore être mis plus en avant ici à la ville de Thoin, parce que c'est vraiment une richesse incroyable. Et une particularité. Et une particularité, oui. La ville de Thoin, elle a son folklore. Pour rayonner, elle a tout son folklore. Et là, la batellerie, vraiment, parce que là, on est unique. Et là, tout son patrimoine, évidemment, la baie d'Aune, le beffroi, mais la ville en elle-même, les ruelles, tout ça, c'est vraiment du patrimoine. Les gens qui viennent ici, ils sont soufflés. Hein. Mais oui, mais en fait, ça commence à faire quelques épisodes. Et j'ai l'impression que c'est le sujet qui revient systématiquement. Ouais. C'est le rayonnement de Thoin, l'image de Thoin, le tourisme. J'ai un peu l'impression que on va dire que c'est sous-exploité jusqu'à un certain point où on dirait que c'est surexploité. Tu vois ? Enfin, comment on peut faire pour trouver l'équilibre ? Milieu, ouais. Mais il faut une volonté... Il faut tracer des lignes, il faut une volonté commune de s'inscrire derrière ces lignes-là. Donc, prenons les touristes qui viennent ici, mais... C'est très difficile d'avoir, par exemple, de savoir quand les commerces sont ouverts, quand les cafés, les restos sont ouverts, pas ouverts, quand il n'y a pas beaucoup de monde. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Hein, mais moi, j'ai vraiment dû rencontrer les bistrots en leur disant, mais essayez au moins qu'il y ait un café ouvert tous les jours. Quoi. Donc, ça, c'est terriblement amélioré. Hein, maintenant, ça va mieux. Mais, donc, ça, c'est compliqué. Puis, il y a le fait aussi que pour les gens qui y vivent, il faut avoir envie d'ouvrir sa ville. Hein. Il y a des inconvénients, bien entendu, mais il y a aussi des avantages. Il y en a plein qui sont de bons ambassadeurs de la ville de Thoin. Il y en a une majorité d'ailleurs, mais il y a des contraintes aussi à ce moment-là. Donc, je pense qu'il faut y consacrer aussi un peu plus de moyens. C'est des choix à faire. Est-ce qu'un Tudinien est prêt à continuer à avoir des trous dans sa rue et à mettre un peu plus d'argent sur le tourisme ? Ben non, il faudrait faire les deux. Donc, ça coûte aussi. Mais je trouve que maintenant, les cafés, les restos, ça va mieux, ils sont plus ouverts, ils ont compris en fait l'importance économique, ce que ça peut rapporter, et puis les gens sont tellement fiers de leur ville. Voilà, mais à Saint-Roch, par exemple, c'est le bel exemple, on pourrait vraiment attirer des gens, mais ce n'est pas possible, parce que Saint-Roch, les Tudiniens, ils veulent s'occuper de leur Saint-Roch, ils veulent marcher, Je me souviens, à l'Office du tourisme, je disais, on devrait faire une activité ce jour-là pour les gens extérieurs, les accueillir, aller les mettre dans les endroits, les conduire dans les endroits vraiment où on peut leur faire vivre une Saint-Roch. Mais il n'y a personne qui veut travailler ce jour-là. Saint-Roch, c'est sacré, c'est normal. Ouais. Tout le monde dit, non, moi je marche. Et c'est bien, parce que je trouve que c'est plus important finalement de continuer à travailler ce lien social entre nous. Hein, mais c'est pour dire que c'est pas toujours facile. Alors, on a essayé sur l'abbaye d'Aune aussi, on a réussi pas mal de choses, parce qu'on trouve toujours que tout avance trop doucement. Mais quand on regarde, moi qui ai cette chance d'être resté longtemps, on voit quand même toute l'évolution aujourd'hui à l'abbaye d'Aune, grâce à des opérateurs privés de nouveau, hein, qui ont repris différents établissements. On a quand même progressé. Et les millions de consolidation des ruines de l'abbaye, je pense, je pense qu'ils ont commencé maintenant cette année-ci, avec 10 ans de retard, certes, mais... je pense quand même que ça avance, mais c'est jamais assez.
Il faudrait consacrer un budget important une fois pour permettre à tout ça d'exploser. C'est ce que nous a permis de faire le programme européen. Pourquoi est-ce qu'on a pu développer ça à ce moment-là? Parce qu'on a eu vraiment beaucoup d'argent qui est arrivé de l'Europe. Et aujourd'hui, c'est FEDER, quoi, en fait. C'est un peu le fonds FEDER. Oui, mais il faut rentrer des projets. Ouais. Il y a encore Interreg, il y a différents projets. Après, le parking à la Baie d'Aule, notamment, c'est ça aussi, je pense. Ouais. Exactement. Oui, c'est ça. Ce parking, on croit qu'il a toujours été là. Ben non, il n'a pas toujours été là. C'était pas comme ça avant. Quand on se garait, chaque fois qu'on faisait une manifestation, c'était un problème. Alors, est-ce qu'il est suffisamment grand? Est-ce qu'il est suffisamment équipé? Sans doute que non. La distillerie de Biercé n'existait pas. Les jardins suspendus étaient abandonnés. Les jardins suspendus aussi, c'est un programme européen qui a permis de refaire toute la partie droite quand vous êtes dans l'avenue de Ragny. Toute cette partie-là qui a été... On a refait tous les murs. On a remis les grilles, là, des jardins qui sont des grilles en acier corten. Tout ça, c'est un programme européen et on a eu beaucoup de mal à le faire. Pourquoi? Parce que pour pouvoir rénover les murs, ça peut paraître simple. D'abord, il faut aller chercher l'argent. Mais une fois qu'on a obtenu le projet, on n'était pas propriétaire des murs, la ville. Donc, on ne pouvait pas utiliser de l'argent européen pour les rénover. Donc, on a dû convaincre tous les propriétaires, les retrouver d'abord, parce qu'il y en a quelques-uns qu'on ne retrouve pas, les retrouver et faire un accord avec eux, comme quoi ils nous donnaient leurs murs pendant le temps des travaux, et puis on leur rendait. Évidemment, la ville ne voulait pas prendre... Mais les gens étaient méfiants, ils ne voulaient pas donner leurs murs. Ça, on en a parlé avec Elisa, parce qu'elle était administratrice de la SBL. C'est compliqué, on a dû se disputer. Moi, je me souviens de réunions avec les propriétaires où c'était tendu. Et pourquoi est-ce que vous voulez notre mur? Et c'est chez nous, là. Et on leur expliquait, mais c'est pour le rénover. Et puis ils se sont laissés convaincre. Tu penses qu'à l'heure actuelle, il y a toujours des jardins où on ne sait pas c'est à qui? Il y a des choses qui sont... Oui, je pense qu'il doit encore y en avoir, mais de moins en moins. De moins en moins. Oui, c'est vrai tu que parles un peu loin du micro. D'accord, donc... Et ça a coûté aussi beaucoup d'argent, on ne se rend pas compte, mais ça coûte beaucoup d'argent. Et parce que ce n'est pas fini, hein. On devrait vraiment... Il y a toute une partie là qui n'a pas été faite et c'est dommage. Mais après, vous avez quand même une politique de... Comment ça se passe pour... de l'administration, enfin au sein de l'administration, comment on fait pour gérer les propriétés? C'est quoi la situation des propriétés des jardins suspendus? Parce que c'est pas alors la ville, elle a 2-3 jardins derrière le centre culturel là, qui lui appartiennent et qu'elle met en concession au centre culturel. Sinon, ce sont tous des propriétaires. Certains habitent là, certains habitent juste à côté. Enfin, juste à côté, en tout cas pas loin. Et puis, il y en a qui habitent... il y en a certainement même à l'étranger. Hein, donc, ce sont des gens, ce sont des propriétés qui se passent de succession en succession. C'est pas des statuts particulièrement... Non. Donc, on peut inciter... À un moment, je m'étais demandé si on ne pouvait pas faire pour les jardins ce qu'on fait pour les logements. C'est-à-dire qu'on a un règlement de lutte contre les logements inoccupés, à Thouin, comme dans d'autres villes. Là, on a des outils, on peut obliger les propriétaires à rénover l'habitation. On en avait parlé, finalement, on ne l'a jamais fait. Je ne sais pas si c'est possible. Et le problème dans une ville, c'est que les problèmes sont nombreux et on n'est pas beaucoup dans une petite ville comme Thouin. Franchement, à l'administration, ils ne sont pas beaucoup. Hein, c'est pas pléthorique. Et donc, il y a des moments où il faut faire des choix. Et on voit bien tout ce qu'il faudrait faire et on se dit mais ok, par quoi je commence? Et je pensais moi que les logements étaient plus importants, j'avais pas le personnel pour mettre sur les jardins, mais sinon faire la même chose pour des jardins abandonnés, ce serait sympa. Après, on oblige le propriétaire à faire des travaux, mais on se heurte au fait qu'il y a des propriétaires qui sont de très bonne volonté mais qui n'ont juste pas les moyens. Donc c'est pas de leur faute entre guillemets, il n'y a pas de culpabilité, il y a juste que c'est pour le bien commun. Ce serait mieux si ces jardins étaient rénovés. Mais bon, il y a une question financière, c'est clair, ça demande beaucoup d'argent. Et puis le problème aussi, c'est l'accès. Et pour beaucoup de gens, aller dans les jardins, vous qui appelez ça les gros mollets, hein, c'est parce que vous devez monter à la ville haute, hein, c'est bien ça. D'accord, voilà. Mais donc, vous pouvez essayer avec une brouette et puis avec des seaux d'eau. Et c'est un vrai problème. Donc, amener l'eau dans les jardins, par exemple, beaucoup de propriétaires m'ont déjà dit, mais on ne sait pas faire quelque chose pour amener l'eau, déjà. Des citernes. Voilà, c'est pour ça que la SBL des jardins était chouette. Je ne sais pas si elle existe toujours. Oui, je pense. Hein. Okay, voilà. Je pense que oui. Mais pareil, ils n'ont pas beaucoup de moyens et c'est beaucoup de bonne volonté toujours. Donc oui, c'est un peu compliqué. Ça passe à un pouvoir supérieur. C'est la raison pour laquelle on a cédé la Baie d'Aune à la région wallonne. Il y a un moment où une petite ville comme la ville de Thouin ne peut pas assumer
ce patrimoine-là. On n'a pas les moyens de l'assumer. C'est vrai. Et à toi, je parle des jardins, je parle de l'abbaye d'Aude, mais il y a énormément de choses, énormément de patrimoine. Et là, on a besoin à la fois de l'Europe, des fonds européens, de l'Europe, et on a besoin aussi de la région wallonne. Et si aujourd'hui, on peut mettre 15 millions, je dis toujours que je le croirai quand je les verrai, mais il y a une décision du gouvernement qui dit qu'on met 15 millions sur l'abbaye d'Aude. Eux, ils ont les moyens de faire cette rénovation-là. Que nous, c'est pas qu'on est plus pauvres qu'ailleurs, on est juste 15 000 habitants qui paient des impôts. Donc on n'a pas les moyens de faire des rénovations aussi importantes et qui sont essentielles pour le patrimoine tudinien certainement, mais wallon, belge, enfin c'est... Ah, bien sûr. Voilà, l'abbaye d'Aude, c'est patrimoine remarquable, Ouais. le Beffroi, c'est patrimoine UNESCO. Voilà. Je trouve ça juste un tout petit peu triste et j'espère que ça va se débloquer, mais ces jardins suspendus, c'est vrai que j'ai maintenant du mal à voir le fait qu'un jour on va pouvoir en profiter, en faire une vraie vitrine, parce que pour avoir travaillé à l'Eureka à la Ville Haute, c'est vrai que si les gens n'ont pas de chance et qu'ils viennent à Thoin et qu'il pleut ou qu'il fait gris, et c'est où les jardins suspendus? Ah, mais c'est là-bas. Ah, on a été. Et mais on ne s'est pas rentré dedans? Non. Et du coup, c'est vrai qu'il y a pour quelques touristes où les jardins suspendus se résument à une vue pluvieuse du Champ des Oiseaux avec une montée, une descente dans des ruelles où il pleut. Et que c'est vrai qu'on n'arrive pas à débloquer ce truc-là. Et les réponses qu'on a maintenant, peu importe de qui, disent oui, mais c'est compliqué, on va pas pouvoir. Il y a des propriétaires privés, il y a plein de choses. Et j'ai l'impression que ces réponses-là sont un peu, c'est dommage, hein, mais figées, et que c'est difficile de voir la lumière au bout du tunnel au niveau des gens suspendus. C'est vrai, mais on a eu, par exemple, j'ai une dame qui, avec son mari, fait des produits, elle habite au Bel Horizon, et il faisait des produits de pharmaceutiques, enfin pour faire simple, et elle voulait développer un jardin thérapeutique avec des... Et elle me disait, mais ce serait génial pour notre entreprise que ça puisse être dans les jardins suspendus. Ben oui. Ok, mais alors il fallait qu'elle trouve quelqu'un qui veut bien lui vendre ces jardins. Eh bien elle l'a jamais fait. Alors, j'ai pas suivi tout le processus, mais elle l'a pas fait, donc je suppose que ça n'a pas fonctionné. Par contre, il y a une initiative qui s'est tenue l'année dernière d'ouvrir les jardins. Oui, j'allais en parler. Et ça, mais ça c'est magnifique. Ça c'est le centre culturel qui est à la base de ça, avec c'est... toute une série de gens. Et je pense qu'il faut pas plus que ça. Évidemment, on ne peut pas ouvrir, c'est leur jardin, les personnes, donc on ne peut pas l'ouvrir tous les samedis, tous les dimanches, c'est pas possible. L'Office du tourisme avait déjà commencé, on avait une clé et on faisait des visites. Hein. Elisa Colo, entre autres, faisait des visites des jardins. Là, il fallait réserver, il fallait évidemment s'annoncer. Et alors, elle avait la clé, elle pouvait rentrer dans certains jardins, elle faisait tout le tour des jardins. Donc ça, c'est une forme, je suppose que ça se fait toujours, ça c'est une formule. Il y a le Clos des Oives aussi. Le Clos des Oives aussi. Le Clos des Oives aussi, là aussi on l'a ouvert. Donc chaque fois que la ville a pu, elle l'a ouvert. Mais il faut aussi que ce soit correctement entretenu. Hein. Sinon, si c'est juste pour rien y faire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais l'initiative qui a été prise par le Centre culturel l'année dernière d'ouvrir les jardins, c'était fantastique. J'ai découvert, moi, des jardins, ça fait quand même longtemps que je suis à Thoin, j'ai découvert des jardins et la période était magnifique, tout était en fleurs. Ils avaient fait des petits concerts dans les jardins et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument poursuivre. C'est une façon de faire découvrir les jardins. Et j'ai envie de dire, voilà, les serres du Palais Royal, c'est magnifique, mais c'est visible 2 mois par an, je crois. Celui qui a envie d'aller les voir, il va les voir à ce moment-là. Donc, si on pouvait ouvrir de temps en temps les jardins au public, je trouve que ce serait vraiment super. Mais il ne faut pas sous-estimer ce que ça demande comme investissement de la part des propriétaires. Ils doivent être là, c'est chez eux. Ils reçoivent quand même. Ils aiment beaucoup, tant que ça reste, je pense, occasionnel. Voilà. Donc, il faut aussi qu'il fasse beau. Hein, parce que tu le disais tout à l'heure. Tu organises tout ça, il pleut. Non, c'est sûr. C'est plus difficile. Maintenant, il y a plein d'autres choses à faire à Thoin. Il y a le musée de la batellerie, il y a le musée de l'imprimerie, dont je n'ai pas parlé, qui marche super bien, le musée du tram. Donc, ça fonctionne. Il y a quand même pas mal d'autres choses à faire, mais il faut le savoir. Je tape le clou sur les jardins. C'est juste que la vision qu'on met de Thoin à travers la Flandre, par exemple, c'est l'image des jardins suspendus. Quoi. Donc, on ancre bien ça dans les têtes. Et c'est vrai que je peux comprendre que quand ils viennent ici, de temps en temps, ils sont un peu... C'est vrai, tout à fait. Je comprends tout à fait. Et mais je reviens un peu juste avant, mais on n'a jamais pensé à faire passer le cortège de la Saint-Roch une fois par les jardins. Oh, ce serait une dingue. Pourquoi pas ou tu vois la retraite. Pourquoi non. Pas la retraite? D'abord parce qu'il faudrait le faire en début de journée, parce que sinon les escaliers là-bas feraient quelques dégâts, je crois. Mais... non, on passe avec la retraite au flambeau.
On passe dans les jardins avec la retraite? Mais on passe pas dans les jardins, mais enfin Voilà, on la passe. rue des Nobles et Oui, c'est ça. On passe par la rue des Nobles Oui, oui. et quand tu es en bas, évidemment, il Dans faut les choisir. ruelles, quoi. Ouais. La retraite au Folbo, il faut choisir. Ou bien tu la fais, ou bien tu la regardes. Et là, tu te mets par exemple au château Beauregard, ou bien de l'autre côté, hein, sur les webs, et la descente par le mur de Thoin, etc. C'est magnifique, hein. Magnifique, et ça met vraiment les Pronts Rocheux en valeur. Évidemment, moi j'étais souvent dedans, donc je n'ai pas vu souvent, mais j'ai eu l'occasion, par des images, des vidéos que d'autres avaient filmées, je me suis dit, mais ça c'est vraiment magnifique. Donc, voilà, mais faire passer Saint-Roch à travers les jardins, d'abord c'est fort étroit. On le fait aussi le lundi un tout petit peu, hein, puisqu'on passe, quand on sort de l'église, là on passe quand même un peu dans l'avenue de Dragny, ici on prend le pont. C'est difficile dans les jardins, je crois. Ben oui, le comité Saint-Roch, si vous nous entendez, la retraite au flambeau, Postiz et Cerise, Porstière-Lequin, et moyen de faire un petit trajet là-bas. Oui, on peut. Dis-le un peu plus fort, il y a des chances qu'il y en ait un qui t'entende. Vous savez qu'ils sont quand même pas très disposés à faire des changements. Oui, hein. non, Donc, j'imagine bien. Par j'imagine définition, bien. le folklore est très conservateur. Ça dépend qui. Oui, Oui, ça oui. dépend. Enfin, un changement de circuit. On voit quand on a changé le parcours il y a quelques années, les difficultés que le comité Saint-Roch et les autres et tout le monde. Les riverains en parlent encore. Oui, les riverains en parlent encore. Ok, et du coup, tu deviens bourgmestre. Alors, je deviens bourgmestre en 2012, après les élections. Donc, d'abord, je deviens présidente de CPS quand même. Oui, il y a toute Parce cette que période-là aussi. c'est une belle ouais. période, Ouais. ça. Hein. Pendant 10 ans. 14, de 2006 à 2018, Ah oui, donc oui. pendant 12 ans. Ouais. À 2020 même. Mais en 2012, après les élections, Paul Furlan est ministre à ce moment-là. Oui. Donc il ne peut pas cumuler, et donc il me demande si je veux bien prendre le majorat. Moi, à l'époque, j'étais au CPAS, je me plaisais vraiment très très bien. Mais j'avais fait le deuxième score, donc c'était assez logique que ce soit moi, si on peut dire. Et donc, bon, je dis ok, d'accord, mais si tu es réélu en 2014, tu reviens. Il me dit, oui, ça va, je reprends à ce moment-là, je fais des choix. Donc j'ai quitté le CPAS et j'ai été bourgmestre en 2012, 2013, 2014, 2-3 ans à ce moment-là, en remplacement. C'était une période très compliquée parce que Paul était bourgmestre en titre, moi j'étais bourgmestre faisant en fonction. L'administration préférait travailler avec Paul, clairement. C'était Paul, quoi. Hein. Donc c'est difficile de remplacer Paul. Tous ceux qui l'ont connu. C'était vraiment une personnalité incroyable. Et donc, ça a été un peu compliqué. J'avais dû quitter le CPS où j'étais bien. J'arrivais à la ville où c'était difficile. J'ai eu des beaux moments, mais ça a été un peu compliqué. Donc, dès qu'il a été réélu comme député en 2014, je lui ai dit, écoute, ça, on a un contrat. Tu m'avais demandé de venir le temps que tu puisses préparer cette élection-là. Maintenant, tu y es, je retourne au CPS. Et très correctement, il m'a dit oui. Et donc, Philippe Blanchard, qui lui m'avait remplacé pendant ce temps-là au CPS, est redevenu... enfin, on a rocké, quoi. Et tu veux pas nous parler un peu de ta période au CPAS, du coup? Alors, la période au CPS, ça, c'était vraiment une très, très belle période. D'abord parce que les équipes étaient super. J'ai rencontré des gens là-bas formidables, vraiment, dans tous les services, mais vraiment dans tous les services. Il y avait une espèce de... C'était familial. Alors, je ne suis pas naïve non plus, il y avait des conflits, hein, mais ce qui est très chouette dans un CPAS, finalement, c'est qu'on partage tous le même projet. Ce qui n'est pas du tout le cas dans une ville. Pourquoi? Même parce qu'au CPS, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'aide aux personnes qui en ont besoin, en gros. Que ce soit la maison de repos, que ce soit les repas à domicile, que ce soit l'aide sociale, que ce soit l'insertion sociale. Le projet, c'est toujours d'aider les gens et de leur permettre de reprendre un parcours de vie plus facile. Dans une ville, c'est pas pareil. Vous en avez un qui fait des voiries, vous avez l'autre qui fait de la culture, vous avez le troisième qui fait des permis de bâtir, vous avez le quatrième qui fait de l'enseignement. Il n'y a pas cette espèce de projet commun. Mm-hmm. Il y a Ville de Thoin, si on veut, mais enfin, l'administration n'a pas un projet commun. Ils l'ont par service, mais c'est beaucoup moins transversal. Tandis que dans un CPS, on va tous dans le même sens. C'est difficile parce qu'on côtoie de près les difficultés des gens. Et donc, si vous n'êtes pas fait pour ça, vous lâchez. Donc, tous ceux qui sont là, on partage le même objectif. Et ça, c'était formidable. L'équipe était super aussi. Et l'autre gros avantage, d'abord, c'est qu'on est tous... Le président de CPS, en fait, il travaille avec son conseil, mais il y a une unanimité là derrière. Donc, ce que j'ai eu envie de faire au CPS, je l'ai fait.
Franchement, j'avais un très chouette conseil. Majorité, opposition, on a toujours tous été dans le même sens, là aussi. Donc, ça, c'est bien. Et l'autre chose aussi qui est très chouette, qui est différente de la ville, c'est que quand vous décidez quelque chose, vous pouvez le mettre en œuvre relativement rapidement. Je ne dis pas dans la semaine qui vient, mais franchement, le bateau bouge plus facilement. Vous donnez un coup de gouvernail, ça vire. Donc, ce qui n'est pas du tout le cas dans une ville. Vous donnez un coup de gouvernail, avant que le paquebot ne se mette à bouger, il se passe 1 an, c'est un minimum, 2 ans, 3 ans parfois. Donc, ça, ce qui rend la fonction de président de CPAS vraiment très chouette. Et ça me convenait bien aussi. Moi, j'adore les gens. Partout où je vais, j'aime bien de découvrir ce que les gens font, qui me racontent leur vie. Si je pouvais faire le vie ma vie dans toutes les professions, je le ferais. Franchement, tout ça m'intéresse. Et là, j'ai rencontré des situations incroyables de gens que je vois encore maintenant. Je connais des gens qui ont des difficultés à toi. Je connais je connais leur vie, en fait. Hein. Et donc, ça crée des liens. J'ai vu des gens désespérés qui venaient dans mon bureau. J'ai reçu des merci aussi qui sont extraordinaires parce qu'on aide vraiment les gens. Quand on refait un trou dans une rue, je viens toujours avec ça, mais c'est important. Mais quand vous sortez quelqu'un d'une situation merdique. Une situation vraiment délicate, ça vraiment, vous vous dites que vous êtes utile. Parfois, à la ville, je me disais, mais un autre pourrait faire ce que je fais au CPS. J'avais moins cette impression-là. Je trouvais que j'avais pu vraiment tisser des liens et offrir un peu de mieux-être aux gens qui en avaient besoin. Donc, c'était une belle période. Et en plus, vous êtes moins dans la lumière. Donc, le fait d'être tout le temps dans la lumière, comme quand vous êtes bourgmestre, tout ce que vous faites est épillé, tout ça est critiqué. C'est beaucoup de com', c'est beaucoup d'images. On doit faire attention. Il y a des bonnes décisions qu'on prend moins facilement parce qu'on dit ouais, mais je vais ramasser le tollé contre. Tandis qu'au CPS, pas. Au CPS, on est moins sous les projecteurs. Oui, on est moins sous les projecteurs, tout à fait. Et donc, ça permet vraiment d'avancer comme on pense, quoi. C'est marrant parce que tu dis ça et en plus, tu connais la vie d'employé d'une administration communale Oui, aussi. Tout à fait. Où justement, tu peux avoir ton impact sans être sous les projecteurs. Franchement, c'est une richesse. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont fait autant de temps à la fois dans l'administration et dans le pouvoir politique. Mais ça aide. Hein. Ouais, parce que t'es des deux côtés du je ne sais pas quoi. Mais... C'est vraiment, ça aide. Je comprenais bien les difficultés que pouvait avoir l'administration. Et d'un autre côté, je voyais aussi ce qu'ils pouvaient faire. Par exemple, je trouve, moi, que l'administration doit être une force de proposition. Je leur ai dit souvent. Ce qu'ils étaient plus au CPAS qu'à la ville. À la ville, ça commençait à venir. Mais l'administration, elle doit monter les dossiers le mieux qu'elle peut. Comme si, vraiment avec tout son savoir, avec toute sa compétence, avec toute sa volonté, et elle doit les défendre. Le fonctionnaire qui monte un projet, c'est une personne humaine avec un cerveau comme moi, comme le politique. Et donc, il a une vision et il connaît mieux, parce que quand vous êtes bourgmestre, vous connaissez tous les dossiers, mais celui qui l'a travaillé, votre conseiller, c'est celui qui a monté le dossier. Vous ne savez jamais tout quand vous êtes mandataire politique. Et donc, je trouvais qu'ils devaient défendre plus leur vision, et j'ai eu des discussions dures et longues avec des fonctionnaires qui le faisaient à toi, et je leur en étais infiniment reconnaissante, parce que ça vous permet d'affiner votre décision. Si vous n'êtes pas d'accord, alors les arguments viennent des deux côtés et vous sortez, je pense, avec la meilleure décision possible. Donc je trouve que le fonctionnaire est vraiment une force de proposition. Après, ça c'est propre aussi aux fonctionnaires, quand le politique a tranché, il faut accepter, c'est pas vous qui décidez. Donc ça aussi, on me disait, Vancourt entre autres me disait souvent à Charleroi, écoute, si tu veux décider, mets-toi sur les listes. Et je me disais, mais oui, il n'a pas tort, parce que, voilà, le politique, il a aussi d'autres contraintes que le fonctionnaire n'a pas nécessairement. Donc, c'est in fine celui qui va porter la responsabilité de la décision. Et donc, c'est normal qu'il décide. S'il se trompe, c'est pour sa pomme. Hein. On ne va jamais reprocher au fonctionnaire quand le politique prend une mauvaise décision. Donc, c'est vraiment deux mondes différents, mais ça m'a beaucoup aidé d'avoir pu pratiquer les deux. Et puis, vous avez aussi mené des politiques... pour avantager, pour améliorer la qualité de vie des fonctionnaires à Thoin, probablement que ça a été influencé par le fait que toi-même aussi tu travaillais ou... J'ai essayé en tout cas. Je ne sais pas si ça a été perçu comme tel, mais en tout cas, je pense qu'on travaille mieux quand on est bien dans son boulot. Par exemple, j'ai pris une mesure dont je suis vraiment très fière. Je ne suis pas fière de tout, mais ça, je suis vraiment très fière. Au CPS, j'ai pris la mesure de proposer aux personnes, quand elles arrivent à 60 ans,
de travailler à 4/5e, de garder leur salaire. Donc tous les fonctionnaires de la ville, aujourd'hui c'est comme ça, et du CPS, quand ils arrivent à 60 ans, ils peuvent passer à 4/5e et gardent leur salaire. Et franchement, ça a bien fonctionné, d'abord parce que quand on arrive à 60 ans, quand on devient plus âgé, on a une expérience qui fait qu'on travaille plus vite, hein, surtout pour les fonctionnaires qui sont restés dans les mêmes services. Et on est quand même plus fatigué. Si on veut pouvoir continuer à venir travailler, pouvoir arrêter un jour pendant la semaine, ça fait vraiment du bien. Et on a vu les congés de maladie qui diminuaient. Vous savez, quand on est fonctionnaire, on peut accumuler ce qu'on appelle des congés de maladie. Et beaucoup de personnes, en fin de carrière, arrêtaient plus tôt, trouvaient un médecin qui voulait bien leur faire un certificat médical et ne prestaient pas les dernières années. Mais ce n'était pas nécessairement ça qu'ils voulaient. Parce qu'arrêter d'un coup, on n'a pas toujours envie d'arrêter un coup. Ils continuent à toucher leur salaire, évidemment, si c'était ça l'intérêt pour eux. Mais donc, avec ce 4/5e, il y a plein de gens qui ont continué à venir travailler beaucoup plus longtemps. Et je trouve que c'est une belle mesure. On parle toujours de l'âge de la pension, à quel âge il faut donner la pension. Moi, je crois qu'il faut permettre aux personnes en vieillissant de diminuer leur temps de travail. Et comme ça, elles partent en douceur et elles travaillent plus longtemps. Donc, c'est vraiment aménager les fins de carrière qu'il faut faire. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on a bien réussi. Il y a la semaine de 34 heures aussi, si je ne me trompe pas. Ça, c'est la réduction du temps de travail. Ça, je trouvais que j'étais moins favorable. Okay. Donc, à Thoin, on a diminué de 2 heures le temps de travail hebdomadaire. Oui, ouais. 36. Ce que je n'ai pas fait au CPS. Ça a été une longue discussion. Moi, je crois que diminuer le temps de travail sans remplacer les gens, c'est pas possible. Et entre autres, au CPAS, de nouveau, le problème était plus fort parce que j'avais des gens, une aide-soignante. Elle fait autant de toilettes sur sa journée. Si je lui diminue son temps de travail, mais elle ne peut pas faire le même nombre de toilettes en moins de temps, donc je dois la remplacer. Et remplacer, on n'a pas les moyens. Alors, c'était plus facile à la ville. Hein. Paul Furlan était vraiment tout à fait partisan de cette réduction du temps de travail. C'était plus facile à la ville parce qu'on n'est pas tenu à faire un certain travail jour par jour, comme quand vous faites de l'aide à la personne. Donc, aujourd'hui, c'est le cas à la ville, mais ce n'est pas le cas au CPS. C'est un vaste débat. D'accord. À partir de là, la force des choses, t'as à nouveau propulsé. Alors voilà, oui, je suis redevenue bourgmestre. Donc Paul m'avait toujours dit qu'il partirait. Quand je l'ai connu, il m'a dit à 50 ans, j'arrête. Quand il a eu 50 ans, je dis, alors qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, non, je vais encore continuer un petit peu. Et bon, là, je savais bien, quand on a fait les élections en 2018, je savais bien qu'il voulait arrêter. Il m'avait dit, je fais les élections, puis je vais arrêter. Et puis, ça a mis 2 ans quand même, d'abord parce que moi j'étais bien au CPS et que je n'étais pas demandeur. Et Louis, pour de tas de raisons, ça a pris un peu de temps. Et puis est arrivé le Covid aussi. Hein. Donc on devait normalement faire la passation en février 2020. Puis est arrivé le Covid. Et là, c'est pas possible. D'abord moi pour le CPS, où je me suis trouvée devant cette horreur d'événements. Et puis et Paul à la ville, pareil. Donc c'est pour ça que finalement, il a arrêté en mai. Et donc je suis devenue bourgmestre en mai 2020, en plein début de Covid. Comment se passe l'arrivée? C'était compliqué. Donc en fait, j'ai été 4 ans ici bourgmestre, dont 2 ans Covid. Hein. Donc c'était une période vraiment... D'abord, on se demandait ce qui nous tombait dessus. Et... il fallait à la fois, parce que je suis quand même restée presque 2 ans dans cette période-là, il fallait à la fois protéger et en même temps donner le moral aux gens. Ouais. Il y a une dame, je me souviens, qui m'a dit, un jour elle m'a téléphoné, en plein Covid, et elle me dit, mais Marie-Ève, tu dois parler aux gens. Mais je dis, mais comment veux-tu que je leur parle? Je ne peux pas, on ne pouvait pas se rassembler. Elle me dit, mais tu es la maman de toi, on attend que tu nous parles. Alors, sur le moment, je me dis, mais ça m'a fait réfléchir. Je me dis, mais elle a raison, en fait. Je dois soutenir le moral des gens. Et c'est d'ailleurs de là qu'est venue ma réflexion de faire mes Facebook Live, où je parlais avec les gens, je leur donnais des infos. Mais quand elle m'a dit, tu es la maman de toi, tu dois nous parler, je me suis dit, elle a raison. Et donc, tous mes éditos dans le journal communal, j'essayais vraiment de donner de la cohésion, de dire aux gens, ça va aller, mais moi, je ne pensais pas que ça allait aller. Donc... je ne savais pas où on allait en arriver. J'ai dû supprimer la Saint-Roch, c'était horrible. Supprimer la Sainte-Barbe, annoncer aux marcheurs que je suis vraiment désolée, on ne va pas faire Sainte-Barbe. Après, avec le recul, maintenant, on se dit, ça a duré 2 ans. Oui, mais quand on était dedans, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Et donc, j'ai envie de dire, tous les projets de la ville se sont un peu arrêtés. Mon obsession, c'était, je dois rassurer les gens, je dois les protéger.
Je dois prendre toutes les mesures. C'est comme ça que je me suis vraiment battue pour avoir les centres de vaccination ici à Thoin. On est une des seules petites villes à avoir eu un centre de vaccination à Thoin. Sinon, il fallait aller à Charleroi. Il y a des gens qui n'y allaient pas. Donc ça a vraiment été un objectif que je me suis fixé et que j'ai pu réaliser grâce à la collaboration des médecins généralistes de Thoin, parce que c'est aussi un cercle assez fermé là. Et à la région wallonne, ils m'ont dit ok, on peut ouvrir un centre de vaccination, mais débrouillez-vous pour trouver les médecins et les infirmières pour piquer. Et là, j'ai sonné à l'un ou l'autre, entre autres à Marc de Mellemester, qui m'a dit écoute, ça va, ok, on va le faire. Et s'il n'avait pas fait, on n'aurait jamais pu. Donc il y a eu une espèce de collaboration, ça c'était bien. Et puis il fallait aussi donner le moral. Hein. Donc là, c'est plutôt ma formation com qui a repris le dessus. Je me suis dit comment faire une Saint-Roch pour les gens, qu'ils éprouvent ce bonheur qu'ils ont sans Saint-Roch, sans cortège. C'était quand même assez compliqué. Et là, je travaille depuis toujours avec un graphiste, un responsable com qui s'appelle Didier Cléda, qui habite à Bercé. Et on en a parlé. Et c'est lui qui m'a dit, mais pourquoi on ne fait pas un truc photo, on pourrait faire des affiches. Je dis, ouais, c'est pas une mauvaise idée. Et on a réfléchi, et avec un autre tudinien qui s'appelle Bernard Dumonceau et qui habitait près de la Drève, on a fait ce projet, donc ça vous devez vous souvenir, de très belles photos de la Saint-Roch. On a cherché des maisons, des pignons, on pouvait les mettre, etc. Et on a fait ça à la place de Saint-Roch. Et je crois que ça a fait du bien à tout le monde. Parce que on avait choisi des photos assez gros plans de symboles de Saint-Roch, en essayant de ne pas montrer une compagnie plutôt que l'autre, hein, parce que ça reste toujours les difficultés. Et je pense que ça a été... On n'a pas fait que ça, hein, on a fait d'autres choses pendant... Mais on a essayé de remplacer la Saint-Roch pour qu'il y ait cet esprit de Saint-Roch, sans cortège, évidemment. Il y a eu une merveilleuse émission de Télésambre aussi, justement. Oui. Et on boucle la boucle. Voilà, c'est ça. Il y a eu plein de choses qui finalement ont été... Les citoyens aussi, hein, en fait, tout le monde a fait un peu... on a fait un parcours Saint-Roch qu'on pouvait faire séparément. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était ça, la Saint-Roch autrement. Voilà, c'était ça, la Saint-Roch autrement, c'était ça. Heureusement, ça a duré, je crois qu'on en a annulé 2 finalement. Hein, mais ouais. c'était... Et en plus, pour un bourgmestre, Saint-Roch, c'est quand même un magnifique moment. C'est la communion avec toute la population. Et bon, donc 2 ans sans Saint-Roch, c'était pas top, quoi. Mm-hmm. Voilà, donc après, il a resté 2 ans sur lesquels on a fait toute une série de choses. Par exemple, quelque chose dont je suis assez contente, c'est la place du Chapitre. Où là, j'ai travaillé avec un gars qui est spécialisé dans les aménagements de centre-ville. Mais d'animation. Et je me suis dit, mais comment je fais pour cette place, elle est vide. Et c'est lui qui m'a aidé à faire le principe des terrasses qu'on a fait. Et c'est venu d'ailleurs aussi du Covid, parce que les cafetiers, ils demandaient, comme ils ne pouvaient plus travailler, pour pouvoir mettre des tables dehors, parce qu'on pouvait, dehors, on pouvait se voir à 2, 3, pas beaucoup d'ailleurs. Et donc, ils demandaient pour occuper les espaces publics, et l'idée est venue de là. Et moi, j'ai connu la place du Chapitre en parking, sur des cailloux, puis j'ai connu le trou, pendant les travaux, puis j'ai connu l'aménagement. Et aujourd'hui, cette animation qu'on fait, je ne sais pas ce que va faire le nouveau collège, j'espère qu'ils vont le continuer, mais c'est d'abord l'uniformité, tous ces grands parasols noirs. Je trouvais que ça avait vraiment... c'était vraiment une très belle image. Et l'animation, derrière, on peut faire toute une série de choses. Je trouve que les Tudiniens ne s'approprient pas encore assez, mais on peut faire des démos d'un peu de tout là-bas, des démos de sport, des démos de culture, des démos, plein de choses. Je pense que ça a donné une belle image de cette place du Chapitre. Beaucoup reste à faire, hein, mais enfin, ça c'est un beau projet, je trouve. Quel regard tu poses maintenant que cette expérience-là est terminée sur ces 4 années que tu as passées? Question très large. Oui. D'abord, c'est une chance formidable de pouvoir être bourgmestre de sa ville. Hein. Voilà, c'est une chance, c'est un honneur, c'est un... Voilà, je suis très heureuse de l'avoir fait. Je pense que j'ai mis le meilleur de moi-même. Après, quand ça se passe en plus comme ça s'est passé, on se demande, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux, clairement. Donc ça m'a permis aussi, le recul maintenant, de réanalyser pas mal de choses, de repenser au comportement des uns des autres. Je pense qu'on a le nez dans le guidon. Et ça, on manque de recul, mais de nouveau parce qu'on n'est pas beaucoup, hein, c'est toujours la même chose. On n'est pas beaucoup, et les conseilleurs, il faut avoir confiance totale dans les gens qui sont autour de vous. Parce que chacun vient prêcher, chacun qui vient voir le bourgmestre prêche pour sa chapelle. J'ai vu des gens qui prêchaient pour l'intérêt collectif, mais il faut faire la distinction entre les deux, et parfois c'est pas évident non plus. Donc
Je trouve qu'on a fort le nez dans le guidon, et si on pouvait faire des pauses comme ça de temps en temps, on prend un peu de recul, on regarde vraiment l'entité et les problèmes et qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui va aussi aider le moyen terme. Parce que le problème, c'est qu'on prend des décisions toujours sur le court terme, parce que c'est comme ça, parce qu'il faut répondre au court terme et que la journée n'a que 24 heures. Mais je pense qu'il faut poser des jalons qui vont faire bouger ce paquebot sur le moyen terme. Je serais sans doute plus attentive à ça. Mais le problème, c'est que le politique, il doit toujours se faire réélire. Et 6 ans, c'est court et c'est long à la fois. Et donc, il y a des choses, je vois bien qu'on pourrait envisager. Mais voilà, celui qui fera ça, il faut être courageux. Hein. Celui qui fera ça, il ne sera peut-être pas réélu. Donc, il faut être courageux. Voilà, il faut tenir compte de plein de choses. Mais il faut surtout prendre du recul, je pense. C'est quoi le projet que tu aurais voulu voir aboutir en dernier projet? Le chantier naval, sûrement. Hein. Ouais. Donc, toute la structure du chantier naval, j'ai beaucoup travaillé à ça. J'ai une vision claire de ce que je pense qu'il faudrait y faire. On verra. J'espère qu'il y a des fonctionnaires qui travaillent dessus, qui connaissent bien le dossier. J'espère que le nouveau pouvoir politique là-bas va faire quelque chose de bien là-bas. Parce que c'est vraiment le terrain en centre-ville qui peut modifier toute l'ambiance de la ville et son image aussi. Et donc, il faut le réussir. Alors, c'est compliqué, hein, mais donc ça, oui, sûrement. Après, je pense qu'il y a des projets auxquels il faut absolument qu'on réfléchisse, c'est la mobilité dans le centre urbain. Donc ça, c'est vraiment... c'est le caillou dans la chaussure, mais il faut à un moment, il faut être courageux, je crois, et prendre certaines décisions que, voilà... Je sais que ça a toujours fait l'objet de discussions. Hein. Roger Foulon m'expliquait qu'il avait beaucoup combattu contre une vision de l'époque, hein, des années 70, qui faisait une descente de la ville haute à la ville basse tout à fait différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Projet contre lequel il s'est battu et qui n'a d'ailleurs pas abouti. Je ne dis pas que c'était un beau projet. Mais à un moment, il faut pouvoir réfléchir à ça. J'y ai déjà travaillé un peu puisque j'ai fait passer un règlement qui interdit aujourd'hui de diviser les logements dans le centre urbain. Je pense que c'est essentiel, ça. D'abord pour garder une population familiale qui habite au centre-ville avec des maisons familiales, mais aussi parce qu'à un moment, surtout la ville haute, mais quand on prend la rue Saint-Niquet, c'est pareil, ce sont des rues qui vont étouffer. À un moment, si on divise toujours les logements, on multiplie toujours les familles, toutes les familles ont une voiture, parfois 2, mais c'est pas possible. Et donc, on a eu un peu de mal à le faire passer, mais ça, on a pu le faire passer. Aujourd'hui, j'espère qu'on va préserver le centre urbain. C'est d'abord ça. Et après, la mobilité, oui, c'est un problème difficile. On a créé quelques parkings, hein, mais c'est difficile. Ouais, de toute façon, à part prendre 12 tonnes de TNT, faire un parking souterrain de fou furieux à la ville haute, c'est ou bien bloqué, changer la façon de vivre des gens. Ouais, Tu vois, Faire c'est un ça. park and ride. Oui, il faut trouver une solution. Ouais. Ça va encore, quand je dis on n'étouffe pas encore. Hein, mais ascenseur. Oui. J'allais le dire. Et pourquoi pas, mais d'où il part et où il arrive, ça c'est déjà la bonne question. Si c'est pour mettre un ascenseur qui démarre derrière le rivage là et qu'il faut aller se garer à la gare, ça sert à rien, quoi. Bah, avec la chouette passerelle, pourquoi pas. Bon, les gens ne le font pas, les gens ne vont pas se garer. Les habitants non, mais pour les touristes. Oui, et les gens oui, qui viennent voir Saint-Roch, on voit jusqu'où les gens sont garés. Ouais, franchement, si vous arrivez en cours de Saint-Roch et vous regardez aux alentours de la ville jusqu'où les gens se garent, mais enfin, on veut bien marcher des kilomètres pour Saint-Roch, on n'a pas envie de marcher des kilomètres pour aller chercher son pain. Hein. Donc, il faut trouver un modus vivendi. Moi, je crois qu'on va vers ça, mais il faut du temps. Qu'il faut adapter notre mode de vie à notre environnement et pas l'inverse. Je pense. Alors, il faut trouver un juste milieu. Je ne suis pas non plus excessive à ce niveau-là, mais oui, je pense qu'il y a des évidences. La ville haute n'est pas faite pour accueillir des centaines et des centaines de voitures. On ne peut pas les mettre d'ailleurs. Donc, après, quand vous y vivez, vous avez bien besoin d'autres voitures. Donc, il faut réfléchir à des formules, oui. Ok. Pendant que tu étais bourgmestre, tu continuais à travailler à la ville de Charleroi. Oui. En tant qu'inspectrice générale. Alors, j'ai commencé comme attachée de presse, puis j'ai passé toute une série d'examens. Chaque fois, je suis devenue directrice adjointe de la com, et puis directrice de l'enseignement, et puis maintenant, je suis inspectrice générale. Qu'est-ce que ça veut dire, inspectrice générale ? Alors, inspectrice générale, c'est l'adjointe du directeur général. Donc, il y a ce qu'on appelait avant un secrétaire communal, ça s'appelle aujourd'hui un directeur général. Et dans une ville de Charleroi, comme il y a près de 4000 agents, hein, donc il a trois inspecteurs qui se partagent les différents services. Donc il y en a un qui fait tout ce qui est service support,
le charroi, la RH, etc. Il y en a un qui fait les voiries, les bâtiments et tous ces services-là. Et puis il y a l'autre, c'est moi. Je suis inspectrice générale pour tout ce qui est état civil population, donc tout ce qui est l'administration documents. Donc ça veut dire que tu t'occupes des humains qui font partie de ce pan-là de l'administration, oui, bien c'est ça. Je m'occupe des agents. J'ai Oui, 3 t'es directeurs. aussi, Et ouais, puis c'est oui, donc je vais pas souvent dans les services, j'ai pas beaucoup l'occasion. Je m'occupe de tout ce qui est enseignement, action sociale, et puis de tout ce qui est culture, sport, aînés. Voilà. Comment on fait pour gérer ça et un majorat en même temps? Ah bah alors j'ai diminué mon temps de travail. Ok. Donc je suis devenue inspectrice générale seulement en 2022. Donc tu étais déjà bourgmestre? Et, j'étais déjà bourgmestre, oui. Et voilà, avant, je travaillais dans les cabinets ministériels. Hein. En fait, j'ai commencé dans un cabinet ministériel en 95 et j'ai achevé quand Paul Furlan a démissionné. Voilà, j'ai arrêté. Je suis revenue à la ville de Charleroi, donc ça c'était en 2009, je dirais. Non, pas en 2009, en 2017. Oui, non, en 2017. Okay. Donc là, je suis revenue à la ville de Charleroi. Donc quand on était dans un cabinet ministériel, c'était plus facile parce qu'on travaille, on n'a pas d'horaire, mais le fait de ne pas avoir d'horaire, c'est plus facile. Mais comment je faisais? Je faisais 2 temps plein. J'ai toujours travaillé beaucoup d'heures. Donc je travaillais à Charleroi le matin jusqu'à 3h30, 4h. Et puis je commençais une deuxième journée à Thoin jusqu'à 23h. C'était rare que je rentre à la maison avant 23h, tous les jours. Et tous les week-ends. Tu m'aurais pas, moi. Les week-ends, pas jusqu'à 23h. Oui, c'est beaucoup. Ça, c'est une des choses que j'ai appréciées quand j'ai arrêté, hein, c'est que j'ai retrouvé des soirées. Je n'ai jamais passé une soirée à la maison pendant des années. Surtout bourgmestre, hein, comme échevin, c'était différent. Et présidente de CPS, je n'étais pas là tous les soirs. Mais ici, ne serait-ce que tous les documents, tout ce qu'il faut signer, quand tu es bourgmestre, c'est tout le temps. Donc, j'arrivais à la ville, souvent, il n'y avait plus personne. Hein. Parfois, les employés communaux disaient « mais on ne vous voit pas assez ». Mais en fait, eux, à 3h30, ils étaient partis. Pas tous, hein, mais enfin une grande partie, ceux qui commencent tôt. Et donc j'arrivais, il n'y avait plus personne, j'étais toute seule dans l'hôtel de ville. Ça m'est arrivé très très souvent. Le samedi aussi, ça m'est arrivé souvent. Voilà, ça ne me dérangeait pas, j'aime bien travailler seule. Mais pour dire que je faisais 2 temps plein, quoi. Alors je n'étais plus à temps plein à la ville de Charleroi non plus. Hein, j'ai pris des réductions du temps de travail. Ouais. Ça, c'est pour les difficultés. Oui. Maintenant, est-ce que ça t'a donné des avantages par rapport à quelqu'un qui... Est-ce que tu vois une force entre la relation que tu as pu avoir? Oui, parce que une ville, c'est une ville. Elles dépendent toutes de la région wallonne avec des règlements, des circulaires, des décisions du gouvernement. Quand je les avais d'un côté, je les avais automatiquement de l'autre côté. Ça m'arrivait souvent de renvoyer des infos de Charleroi vers la directrice générale ici à Thoin. Je lui disais attention, ça va arriver. Là, il y a des budgets qu'on peut aller chercher. Attention, tu vas devoir modifier le règlement. Je lui donnais les infos à l'avance. Ou bien des analyses qui étaient faites par un service juridique ou l'autre. Et on se retrouvait à Thoin devant la même situation. Et donc, je me disais, mais attends, ça, je vais le retrouver. Je retrouvais comment la ville de Charleroi l'avait traité et on gagnait du temps. Et l'inverse, j'ai transposé pas mal de choses de la ville de Thoin dans la façon dont on travaille à Charleroi. Ils rigolent toujours souvent, d'ailleurs, avec ça à Charleroi, en me disant, mais comment tu fais à Thoin ? Donc voilà, la dernière fois, ils travaillaient sur le parking et ils me disent, mais comment, parking payant, comment vous faites à Thoin ? À Thoin, on a réglé le problème depuis longtemps, c'est gratuit. Donc, ils n'en reviennent pas, évidemment. C'est deux mondes différents. Une petite ville et une grande ville, ça ne se gère pas du tout de la même façon. Mais il y a évidemment énormément de synergie, en tout cas dans les compétences, dans l'information et tout. Donc ça m'a aidé. Quand je dis 2 temps plein, je me servais de l'un pour diminuer la charge de travail sur l'autre. Ouais, mais au niveau de la posture, ça t'a pas aussi... t'as pas eu des déformations professionnelles dans un sens ou dans l'autre, parfois? Mais ça demande un travail c'est un peu comme un acteur qui passe d'un rôle à l'autre. J'enlevais le costume ville de Charleroi quand j'arrivais à Thoin et inversement, à tel point que j'ai retrouvé, par exemple, quand je suis devenue inspectrice générale enseignement, j'ai retrouvé des Tudiniens qui sont enseignants à la ville de Charleroi. Et donc, dans les réunions, je les voyais et je me disais, mais je le connais lui, ou bien je la connais elle, mais des gens, vous les connaissez tous. Hein. Est-ce que c'est de Thoin ou de Charleroi? Vraiment, je faisais la séparation. Je ne sais pas ce qu'on en pense, mais je ne suis pas la même à Charleroi que je n'étais à Thoin. Et par exemple, à Charleroi, jamais j'ai fait une interview, jamais j'ai vu la presse sur mon boulot de Charleroi.
parce que quand les journalistes voulaient avoir des infos, je parlais bien entendu, mais je leur disais, écoutez, moi je suis bourgmestre de Thoin, la vue que les citoyens ont, c'est ça, je ne vais pas commencer à embrouiller complètement l'image avec des informations sur Charleroi, où je fais mon boulot, mais où je ne veux jamais être en première ligne. Et on a toujours fonctionné comme ça. Ok, d'accord. Et du coup, on arrive à la fin de ton majorat. Tu termines, tu en as déjà un petit peu parlé. Comment est-ce que tu as vécu cette période-là, le fait que ça s'arrête, et puis après, le fait que tu puisses à nouveau utiliser ton temps ailleurs D'abord, j'ai eu la satisfaction du résultat électoral. J'ai quand même fait 1600 voix, ce qui était quand même beaucoup plus que tous les autres, et qui était une forme de reconnaissance. Hein. Quand vous êtes politique, votre bulletin, vous l'avez une fois tous les 6 ans. C'est ça, c'est un peu... est-ce que vous avez été compris? Est-ce que vous avez travaillé? Parfois, vous avez pu travailler, être mal compris. Est-ce que vous avez été compris? Finalement, est-ce que c'est positif? Je trouve que 1600 voix, c'était positif. Donc ça, j'étais assez satisfaite. Après, voilà, c'était violent ce qui s'est passé. Très violent, parce que se rendre compte que tout ça, d'abord, était ficelé, et vous n'avez même pas le droit de parler avec les militants, de rencontrer les autres partis, de leur parler, d'exposer ce qu'on a envie de faire. Parce que moi, j'avais déjà rédigé le projet de ville pour les 6 ans qui venaient, parce que j'avais des bons contacts avec les 2 autres partis, et que je pense, j'ai jamais imaginé, surtout avec le score que j'avais fait, j'ai jamais imaginé qu'ils allaient partir sans nous. Toi, tu te voyais bourgmestre à nouveau, du coup? Ah oui. Okay. Et j'avais des contacts, et avec le CDH, et avec le MR, qui laissaient penser que ça allait aller comme ça. Puis bon, voilà. C'est la politique. J'ai peut-être été naïve sur ce coup-là, parce que je suis comme ça, parce que moi, quand je dis oui, c'est oui, et voilà. Si je veux pas parler avec toi, je te dis que je veux pas parler avec toi, mais je vais pas te laisser croire que si, peut-être, et voilà, je suis pas comme ça. Donc oui, ça a été violent, et surtout le fait de ne pas pouvoir négocier. Ça, je pense qu'on aurait au moins pu mettre les forces en présence, présenter chacun ce qu'on voulait faire, et puis se dire, mais moi, c'est pas ça que je veux, je veux pas travailler avec toi, ou bien pour des tas... Ça, je pense que ça aurait été beaucoup plus facile. D'abord, on aurait inclus chacun, comme on l'a toujours fait, 5-6 personnes qui comptent et qui ont travaillé, et alors on se comprend mieux, mais là... Oui, là, ça a été franchement très violent. Il y a des choses que je ne pardonne pas, que je ne pardonnerai sans doute pas, ou peut-être oui, je ne sais pas. Mais en tout cas, à un moment, ça m'a fait du mal, et je me suis dit, arrête, ça ne sert à rien, tu ne peux rien changer à ça, maintenant c'est comme ça. Et donc, il y a d'autres choses dans la vie, et il y a une opportunité à toute chose. Donc, c'est pas ce que tu voulais, c'est dommage, voilà, mais je ne vais pas pleurer pendant 10 ans en me disant c'est dommage, c'était mieux quand c'était moi. Je ne suis pas comme ça. Et donc, c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure, je me suis dit, mais c'est quoi ce qui m'arrive de bien, là? Et il m'arrive des choses bien. Je vous ai dit que je retrouvais des soirées. Ça, c'est quand même important. Je m'occupe de mes enfants, de mon petit-fils. Je vais au cinéma. J'avais plus été au cinéma depuis 20 ans, quand vous avez vos soirées qui sont toutes occupées. Voilà. Et puis, je vais regarder les autres faire. Et je me dis, ils vont déguster. Parce qu'il y a des côtés difficiles. Et je les vois d'ailleurs déguster. Je me dis, ça, tu l'as voulu, maintenant, vas-y. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, je me suis dit que ça valait pas la peine de me faire du mal à moi, que finalement les autres n'en avaient pas. Donc voilà, ce qui est difficile aussi, qui est émouvant en tout cas, c'est les citoyens qui me disent encore ici à Saint-Roch, mais c'est incroyable ce qu'on vous a fait, madame, et on veut que vous reveniez. Et ça, chaque fois, ça me fait plaisir dans un sens, mais ça crée beaucoup d'émotions. Chaque fois, je me dis, ouais, bon, allez, tourne cette page-là, et j'ai tourné la page, vraiment. Moi, je veux juste poser la question de... Je vais pas parler de comment ça s'est fait, ni de comment ça a été ressenti. Plus, est-ce que tu penses pas qu'en politique, après autant de temps du Parti Socialiste, est-ce qu'un changement n'était pas inévitable dans tous les cas, et qu'à un moment donné, même que ce soit pour l'un ou pour l'autre, que tout le monde puisse à un moment donné monter au pouvoir et proposer ses idées, quoi. Si, sûrement. Donc ça, mais je n'avais fait que 4 ans ici comme bourgmestre. Donc, tu vois, 4 ans dont 2 Covid, donc j'ai pas pu... J'aurais fait un programme différent de l'autre, j'ai toujours fait avec Paul, j'étais tout à fait en phase, mais j'aurais fait quelque chose qui me ressemblait plus. J'aurais pu... plus peser dessus. Donc ça me laisse un petit goût de trop peu, ça c'est sûr. Et la deuxième chose, c'est que moi, j'ai jamais géré, et ça je pense que tout le monde peut en témoigner, de façon à travers un parti. Jamais. Donc
Quand quelqu'un d'un autre parti venait avec une idée ou avec un projet, j'ai toujours écouté de la même façon. Au CPS, j'ai eu toutes les décisions pratiquement au conseil à l'unanimité, avec les écolos, avec le MR, avec le CDH. À la ville de Thoin aussi d'ailleurs, en conseil communal, on peut relever les points où il y avait des désaccords, ils étaient vraiment minces. Donc je trouve que la ville, dans une ville au niveau communal, surtout une petite ville comme Thoin, qui a toute cette particularité, toute cette implication de la population très forte qu'on connaît bien, je ne suis pas sûre que les partis changent vraiment quelque chose. Mais qu'il faille à un moment renouveler. D'ailleurs, il fallait qu'on fasse appel à des jeunes aussi chez nous. Ça, c'est vrai. Si, bien sûr, c'est vrai. Mais c'est la violence de comment ça s'est passé. Mais tu as raison. Hein. Je suis sûre que ceux qui sont là, je ne partage pas leur vue, mais ils vont apporter des choses bien, évidemment. Et ils vont apporter du renouveau. Ils vont se planter sur certains trucs. Mais on s'est planté aussi, nous. Donc, évidemment, quand tu as le recul, quand ils se plantent, je le vois. Mais le citoyen, sans doute, ne le voit pas nécessairement. Et nous, on s'est planté aussi, on ne l'a pas vu sur le moment. Ça, c'est le recul qui fait, c'est l'expérience, c'est le fait que, voilà, il y a des choses que je vois sans doute et qui ne voient pas, mais c'est normal. Et avant, les autres ont fait la même chose pour nous. Hein. Donc, le fait que ça change en soi, oui, pourquoi pas. D'ailleurs, je pense que les gens ont voté pour changer. Je ne pense pas qu'ils ont fait une question de personne. Mais voilà, c'est comme ça. Et la démocratie a ça de bien que, justement, ça permet de changer. Je suis assez d'accord avec toi, même si ce n'était pas l'option que j'aurais choisie. Si tu avais un conseil que tu n'as pas encore eu l'occasion de donner à la nouvelle majorité maintenant, tu leur dirais quoi ? Mais je dirais, au CDH, je leur dirais, écoutez, vous avez dirigé pendant 12 ans avec nous, faites valoir, expliquez pourquoi on a pris les décisions, dites-leur, parce que ces gens-là, les autres qui arrivent là, ils ne connaissent pas, et eux, ils savent. Et donc, je trouve qu'ils doivent transmettre ça. En tout cas, transmettre les éléments. Après, les autres décideront, mais je leur dirais ça. Et à la nouvelle bourgmestre, je lui dirais écoute ce qu'on te dit. Écoute les gens. Parce qu'ils savent. Après, de nouveau, il faut faire la part des choses, mais je lui dirais la politique communale, c'est pas de la politique, c'est pas une question de parti. Écoute la population. Ça vraiment, je lui dirais. Okay. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi ? On peut me souhaiter d'être heureuse tout simplement, hein, parce que c'est quand même ça qui compte. Donc voilà, de m'épanouir dans ma nouvelle vie, ce qui est le cas, et de retrouver la possibilité de voyager. J'adore faire des voyages, où que ce soit, très loin ou très près, à la rencontre de la population. Donc quand je pars, je randonne, je pars seule ou avec des amis, et je vais dormir chez l'habitant, je vais participer aux fêtes locales, je vais dans les petits bistrots à gauche, droite, et je trouve que ce sont des rencontres tellement magnifiques. Et donc si je pouvais encore faire beaucoup de rencontres comme celle-là, ça je pense que c'est un beau projet. Et je vais te poser une dernière question, c'est pas pour aller tirer un scoop, mais Marie-Ève à Thoin, c'est fini ou tu te dis pourquoi pas un jour ? Non, la politique, je crois que c'est fini. Par contre, je me rends compte maintenant, et ça c'est le recul, hein, donc tout de suite, là, après les élections, vraiment, je me suis dit, je peux plus voir tout ça, ça me fait trop de mal que ça se passe et que je ne suis plus partie prenante. Mais aujourd'hui, je me dis que j'ai une place à prendre. Mais pour être tout à fait sincère, je ne sais pas exactement encore où elle est. Mais j'ai fait Saint-Roch et de nouveau, j'ai reparlé avec tous les gens ici et je me dis, mais tu peux pas disparaître du paysage comme ça. Il y a une place à prendre, mais franchement, je la cherche. Ok. Merci Marie-Ève. Merci à vous. De nous avoir accordé un peu de ton temps. Avec plaisir. Merci Théo pour ta bonne humeur dominicale. Oui, avec plaisir aussi. Et c'était Les Gros Mollets. À bientôt pour le prochain épisode. Bisous. Les Gros Mollets.